Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour 2h30 de direct, 2h30 de dialogue, d'échange et de partage sur Europe 1. Je suis à vos côtés jusqu'à 1h du matin avec la petite équipe qui m'entoure, Sonia et Paul qui attendent impatiemment vos appels au 39 21 et Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. Et je compte également sur vos messages qui me parviennent par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Bonsoir Michel. Bonsoir Madame Dublanche. Oh, appelez-moi Caroline. Caroline, alors moi je suis comme vous, je viens de vous entendre. J'ai perdu 5 kilos en 2 mois. Je ne mange pas de bar Mars et j'essaie de rentrer dans mon maillot pour cet été. Ah, ben bravo. C'est chouette ça, 5 kilos en 2 mois. Comment vous avez fait, juste en supprimant les Mars? C'était très bien parce que je mangeais tellement de mauvaises choses que c'était très facile. Ah, mais ça, je trouve ça très encourageant et très stimulant de pouvoir, déjà, c'est les 5 kilos souvent, toute femme se dit toujours 2, 3, 5, vous avez passé une barre là. Il m'en reste encore pas mal, hein. Je suis passée de 83 kilos à 79 là. Et c'est super. À 118, mais bon, il m'en reste encore quelques-uns. Ça m'a fait rigoler ce que vous venez de dire. Non, mais parce que c'est vrai que Emmanuel pourtant ne voyait pas maman. C'est vrai que j'étais pendue au distributeur à minuit. Hop, j'avais une petite faiblesse. Allez, hop, un petit coup de sucre par-ci. Et puis bon, on voit que ça se met pas mal sur les hanches ces trucs-là et sur les fesses, quoi. Oui, moi, 102 ans, ça se met sur les hanches. Oui, non, mais ça se met pas où on voudrait. Donc bon. Je vous ai appelé au mois d'août l'année dernière. Sonia a bien résumé ma situation. Je vous ai appelé l'année dernière en disant mon fils a 30 ans, oui. Il fait rien. Il est depuis 10 ans quelqu'un d'intelligent, mais depuis 2 ans il fait son père. Son père habite dans le sud-ouest. On n'est pas séparés, mais moi je finis ma carrière dans la région parisienne. Il me reste encore 4 ans et demi à travailler. Mon mari 11 ans. Et finalement, il ne fait rien depuis 10 ans. Il a redoublé sa seconde, sa terminale. Il n'a pas fini sa terminale. Enfin, voilà. Et depuis l'année dernière, au mois d'août, en fait, ce qui s'est passé au mois d'octobre, il a repris le rugby qu'il faisait déjà dans la région parisienne. Ah, c'est bien ça. Il est dans la région, là. Il est dans le sud-ouest. Voilà. C'est une terre de rugby. Voilà. C'est bien ça. C'est bien. Oui. Je trouvais c'est un côté positif. Je me suis dit, ok, il reprend. Il m'avait dit au mois de juillet, tu sais, il y a quelqu'un que j'ai revu de la région parisienne qui avait fait du rugby. Et il me dit, viens, on fait du rugby. Au mois de juin l'année dernière, il me dit, oui, j'ai pas envie et tout. Et au mois d'octobre, il me dit, j'ai envie. Alors moi, j'ai dit, ok. Ah, c'est bien. C'est bien. Oui, parce qu'il va retrouver des copains, des amis. C'est un sport, c'est l'équipe, hein, c'est quand même la solidarité. Il y a de belles valeurs dans le rugby. Enfin. Je connais. Et du coup, il me dit, ok, je vais faire. Après, je me dis, bon, ok. Je lui dis, écoute, si tu veux, on va au magasin, on t'achète tout l'équipement. Parce que lui, il est, et après avoir, il est aujourd'hui au RSA, hein. Oui. Finalement. Oui. Il est parti jusqu'au RSA. Oui. Et du coup, je me dis, ok, papa, ton père va te payer ta licence. Et je lui dis, mais je te préviens, on va au magasin. Il me dit, on y va. Je me dis, si on y va, il veut jamais sortir. Je me dis, alors là, c'est positif parce que... C'est bon signe. C'est bon signe. Oui. Alors, je dépense 300 €. Je me dis, c'est bon signe, je le dépense, je m'en fiche de l'argent. Et finalement, il y va 2 fois par semaine et il fait les matchs. Ah, c'est bien, c'est bien. Il a retrouvé il s'est fait des copains ou il a retrouvé d'anciens copains? Oui, il s'est fait des copains, voilà. Mais il habite toujours chez mon mari. Et finalement, au mois de janvier, il m'avait dit, je vais faire une formation dans la sécurité. Bon, je me dis, il est super intelligent. Mais à un moment donné, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de bac. Il est peut-être intelligent, mais il n'a pas de diplôme. Donc, il faut être réaliste. Donc, il veut faire de la sécurité, il veut faire dans les convoyeurs de fonds. Oui, c'est complètement idiot. Mais après, je me dis, ok, encourageons-le, c'est pas grave. Oui, c'est bien qu'il ait une expérience et qu'il puisse remettre un pied un peu dans le monde du travail. Voilà. Alors, je me dis, dans le sud-ouest, c'est bien, c'est comme pas dans la région parisienne. Quand il est au chômage, on va à Pôle emploi, tous les 2 mois, il y a le conseiller Pôle emploi qui l'appelle. Pas du tout. Dans le sud-ouest, il a été un an au chômage. Oui. Et on lui a dit, ok, dans un an.
la conseillère Pôle emploi. Ah bon? Ça, je savais pas du tout. Dès qu'on descend dans le sud, oui, les rendez-vous sont plus espacés. Eh ben oui, parce que moi Ça, je savais pas alors. Je pensais, ça va le booster parce que ses parents. Oui. Et voilà. Il tombe au RSA. C'est curieux que ça soit si différent les pratiques d'une. Mais je suis hyper étonnée. D'une région à une autre. Moi, je suis dans le service social, donc je connais. Donc, il est au RSA au mois d'octobre l'année dernière. Je me dis, au RSA, il faut un contrat. On touche le RSA et dans les 2 mois, on doit être convoqué par un référent RSA parce qu'il faut faire un contrat. Et bien, dans le Sud-Ouest, personne ne l'a convoqué. Parce que je me suis dit à mon mari, je vais appeler le référent RSA en disant, il a un problème ce mec, ça fait 10 ans qu'il ne travaille pas. Et bien personne ne l'a convoqué. Il s'est inscrit à Pôle emploi et dans le Sud-Ouest, personne ne l'a convoqué. Donc, il n'y avait pas, il m'a semblé là, mais après il a fallu que j'ai eu un rendez-vous, j'ai pas pu écouter. Il n'y avait pas au club de la presse le directeur de Pôle emploi? Mais non, parce que ici, finalement, quand vous avez le RSA, oui. Dans les 2 mois, vous devez être convoqué pour faire un contrat, contractualiser, pour dire qu'est-ce que vous faites, parce que sinon on vous coupe du RSA. Et bien dans le Sud-Ouest, manque de peau pour moi, il n'y a pas eu de contrat. Bon, mais enfin, ce qui est quand même, ça lui redonne. Vous me dites, vous aviez été très surprise qu'il ne voulait pas, il ne sortait plus trop quand il était chez vous en région parisienne, il quittait plus trop la maison. Voilà. Alors que là, déjà, le fait qu'il reprenne une activité, puis du rugby, oui. Ça veut dire qu'il a de nouveau l'envie de quelque chose. Il y a des objectifs à atteindre. Et puis aussi c'est beaucoup un réseau parce que quand on fait partie d'un club comme ça de sport, le rugby, enfin ça peut. J'espère qu'il en parle en disant qu'il est en recherche d'emploi. Ça peut jouer aussi les contacts qu'on peut on peut appuyer un peu ses démarches. Ça joue, ça marche beaucoup comme ça. Vous savez. Que les gens qui rencontrent, qui sont mariés, parce que lui il a 30 ans. Et qui pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu fais quoi comme boulot, je me dis peut-être que les potes dans le rugby vont lui dire c'est rien. Oui, ça peut le stimuler vraiment dans le bon sens du terme, créer un peu une émulation. Alors en janvier il devait faire un stage dans ses sécurités et je me suis fâchée parce que il m'a dit oui mais j'ai fait 12 heures parce qu'il a dû faire 12 heures de formation pour savoir ce qu'il voulait faire dans la vie. Ça c'est Pôle emploi, il me tue Pôle emploi, je vous jure il me tue. Et du coup, un coup de pied au cul Pôle emploi. Et du coup, ils ont fait le stage, et après il a dit oui, il fait la sécurité, donc ils ont fait un dossier, le dossier est parti dans le truc de la sécurité, et l'organisme n'a jamais renvoyé à Pôle emploi. Donc mon fils, qui n'attendait que ça, il n'a pas pris de renseignements. Et il n'a pas relancé. Oui, mais vous inquiétez pas, il y a 2 mois, j'ai appelé, il m'a dit j'avais le double du dossier, mais Pôle emploi l'avait pas. J'ai dit tu te fous de moi, là, tu te fous de moi. Il n'a pas renvoyé le dossier. Donc là, je lui demande qu'est-ce que tu fais, parce que le mois dernier, Pôle emploi l'a rappelé. Oui. Et il me dit je te dirai ça, parce que jeudi, je repars voir mon mari pour 4 jours dans le Sud-Ouest. Donc je lui dis ta mère arrive, et je veux savoir des renseignements. Oui. C'est bien, ça le stimule un peu. Votre mari, lui, il en dit quoi? Le problème, vous voyez, Caroline, c'est que mon mari, ça fait 2 ans et demi qu'il a le gamin. Je dis à mon mari, mais qu'est-ce que tu fiches? Il me dit, oui, mais c'est compliqué. Mais je dis, écoute, je suis désolée, chérie, c'est compliqué, mais moi, j'ai un mari qui a beaucoup travaillé, qui s'est pas occupé des enfants, mais qui est chouette comme mec. Mais il a fait sa carrière. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce que tu fiches là? Parce que je dis, ça fait 2 ans qu'il est chez toi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fiches? Pourquoi t'exiges rien? Il me dit, c'est compliqué. Mais je dis, je sais que c'est compliqué. Mais il a 30 ans, il faut que tu te positionnes. Oui, c'est compliqué s'il n'a pas été tellement présent auparavant. C'est peut-être ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que s'il n'a pas trop suivi parce qu'il était très absorbé par sa carrière et qu'il n'a pas vraiment noué une relation de proximité, une relation même avec son fils, c'est plus délicat d'aborder ça avec un adulte parce qu'aujourd'hui à 30 ans, il est adulte, même si il garde une certaine immaturité sur certains plans. Il est très immature. Caroline, je pense qu'il est très immature. Il est très fusionné avec moi finalement. Vous avez plusieurs enfants? J'en ai 3, mais c'est l'aîné. C'est l'aîné. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en seconde il n'a pas été au bout de sa seconde? Vous avez su? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il a lâché? Alors peut-être que
je me dis, alors j'ai arrêté de m'angoisser et de me culpabiliser depuis que j'ai envoyé chez mon mari. Oui. Parce que je me dis, je me disais, il faut qu'il réussisse dans la vie. Je viens d'un milieu ouvrier où j'avais un frère et une sœur qui étaient vraiment nuls à l'école. Oui. Moi, je réussissais. Donc je me disais, mes enfants, il faut qu'ils réussissent. Oui. Donc c'est l'aîné, je mets peut-être la pression. Et je me dis, peut-être que je mets trop la pression. Et finalement, et puis il a un papa qui est très brillant. Et puis, je pense qu'il s'est dit, je ne vais jamais réussir si bien que lui. Il y a plein d'ingrédients qui font que je me dis... Oui, une peur de décevoir. Ses résultats étaient jusqu'en seconde. Ça se passait comment? Quel genre d'élève était-il? Il était très bon. Il a eu les félicitations en 6e, 5e, 4e, ça se passe bien. En 3e, ça se dégrade. Et en seconde, c'est l'apothéose, ça ne marche plus. Mais c'est un gamin, il vous parle de physique, de chimie, il vous parle de géologie, il est d'histoire, de géographie. Il est curieux, il s'intéresse à plein de choses. Oui, mais il est plus cultivé que moi-même. Et qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là? Il parlait de projets, il y avait des choses qui l'intéressaient? Non. Et puis, non. C'est un enfant, j'ai jamais entendu parler de projets, de choses comme ça. Je pense que depuis qu'il était petit, il parlait jamais de rien. Je pense que c'est un enfant. J'ai une fille qui est avocate, qui est la deuxième qui est arrivée. Ah oui. La deuxième. Et finalement, elle, je m'en suis pas occupée. Mais lui, il a fallu toujours s'en occuper. Oui. Je vous jure, on passait des week-ends à s'engueuler parce qu'il faisait pas ses devoirs. Et il papillonnait. Et je me dis, alors du coup, je me suis dit, oh non, c'est de ta faute et tout. Pas forcément, vous le dites aussi, les enfants sont très différents. Là, vous parlez de deux personnalités, semble-t-il, très différentes. Hein. Donc, ça, vous voyez, vous n'êtes pas responsable de ça. C'était déjà un petit garçon un peu rêveur, peut-être qui était plus un peu sensible, manquant de confiance en lui, je sais pas, est-ce que... Bon. Et aujourd'hui, je me dis, bon voilà, il est arrivé, il fait du rugby, il refait les choses, et moi je me dis, parce que C'est bien ça, c'est c'est très bon signe qu'il se resocialise, qu'il reprenne confiance en lui, parce que dans ce sport d'équipe, chaque joueur a une stratégie qui contribue au succès de l'équipe. Il y a vraiment des valeurs d'entraide, de solidarité. Ils se voient en dehors, donc ils peuvent aussi se soutenir, s'entraider. Puis il a sa place quoi dans une équipe. Il se fait des copains, c'est bon signe, c'est qu'il va mieux déjà là. Il va mieux. Mais alors là, finalement, mon but, quand je viens ce week-end, chez mon mari, c'est que je viens 4 jours. Je veux qu'on trouve à ce gamin, il a le RSA. Je sais qu'il a 520 € par mois. J'ai dit à mon fils, ok, tu veux vivre avec le RSA, c'est ton problème, mais je veux que tu partes de chez ton père. C'est-à-dire que ce week-end, je me suis mis en tête, depuis plusieurs semaines, de le mettre dans un logement à Pau, parce que qui lui coûtera 100 € parce qu'il a le RSA, le logement, je sais que ça va rien lui coûter. Et je veux qu'il parte de chez son père, parce que je veux qu'il nous laisse vivre. Je veux, quand je vais chez mon mari, qu'il soit plus là. Il a 30 ans, je veux qu'il nous laisse vivre. Il peut prendre un logement à Pau, en dehors de son papa, et de nous laisser vivre. Il faut qu'il vive sa vie en 30 ans. C'est vrai, mais ça serait déjà bien qu'il puisse trouver un travail, peut-être. Oui, mais j'en ai tellement marre depuis 10 ans. Mais pourquoi, quand vous y allez comme ça le week-end, il est très présent? Il habite chez son papa. Oui, ça j'ai compris, il habite chez vous, c'est la maison. Il vit la nuit, c'est-à-dire que la nuit, c'est-à-dire qu'il se lève à 3-4 heures de l'après-midi, parce que la nuit, comme il ne travaille pas, il est sur ses séries qu'il regarde. Oui, forcément, il est un peu. Il est complètement décalé. Donc, mais même les week-ends, il joue maintenant. Il doit de temps en temps. Oui, il joue le dimanche. Donc ça doit un peu changer quand même. Il faut bien qu'il se recadre un peu. S'il joue. Non, mais la semaine, son papa me dit, j'appelle mon mari, il me dit, oh ben là, je rentre à 18h, il vient juste de se lever. Moi, je rentre du boulot, il vient de se lever et il se couche à 3-4 heures du matin. Et du coup, moi, je me dis, est-ce que je suis légitime? Ma deuxième étape, c'est pour ça que je vous appelais, est-ce que je dois lui dire, parce que ça fait plusieurs fois que je lui dis, depuis plusieurs mois, laisse-moi vivre avec ton papa, tu m'empêches de vivre avec ton père, parce que moi, dans 4 ans, je suis en retraite, ton père, il est dans 10 ans en retraite, il est plus jeune que mon mari. Je lui dis, mais il faut que tu partes de là, mon fils, parce que là, il faut que tu me laisses vivre. Je trouve que je suis violente, parce que ça fait 10 ans que ça dure. C'est curieux le rôle que vous lui donnez.
finalement, comme si c'était un empêcheur de vivre ensemble. Oui, je crois qu'il est un empêcheur de vivre ensemble. Vraiment ? Entre mon mari et moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Depuis qu'il est petit, je me dis qu'il nous empêche de vivre ensemble. C'est-à-dire, peut-être que je suis pas... Peut-être que j'ai pas raison. Non, mais c'est intéressant que vous le viviez comme ça. Et ça peut expliquer pas mal de choses. Quand il avait 18 mois, par exemple, j'étais enceinte de la deuxième. Il avait 15 mois. J'étais enceinte de la deuxième et il était insupportable. Il était hyperactif. Hein. Et mon mari, je lui dis, mais attends, Adrien, ça suffit, tu dois obéir et tout. Et mon mari, mais laisse-le et tout, t'es trop dur avec lui et tout. Donc on n'était jamais très d'accord au niveau éducatif, ça c'est sûr. Hein. Et je me dis que depuis le départ, on n'était jamais d'accord. Et finalement, je me dis, peut-être que j'ai tort, Caroline. Je me dis, finalement, il fait tout pour que ça marche pas entre son père et moi. Il fait tout, mais peut-être que je me trompe. Ce qui est intéressant, c'est que vous le ressentiez comme ça. Comme si c'était un obstacle à votre couple. Oui, tout à fait. C'est comme ça que je le ressens. Oui, mais ça peut jouer dans ça. Au fond, il a un pouvoir. C'est le pouvoir que vous lui donnez. En tout cas, aussi, vous dites que vous êtes très proche, qu'il est très fusionnel de vous. Oui, comme si le couple, ça serait plutôt vous et lui. Oui, je crois que on s'aime quand on se déteste. Donc c'est pas mal qu'il soit un peu chez son père et qu'il soit un peu loin de vous. Il fait rien pour que les choses changent. Son père, il me dit, c'est compliqué. Non, mais je dis, chérie, bouge. Je t'ai envoyé chez toi. C'est intéressant parce que vous le voyez, il a quand même. Vous en parlez comme d'un gamin. En même temps, j'ai parlé. Un gamin. Oui et non, il a quand même 30 ans. Oui, mais évidemment, vous, c'est votre gamin. Les enfants, ça reste. Il réagit comme un gamin. Voilà, mais est-ce que c'est toujours intéressant dans les enfants comme ça, adultes, qui ont du mal à au fond, à se séparer, on peut dire. Il y a une certaine difficulté à se séparer de leurs parents. Parfois, c'est intéressant, de se demander qui a le plus de mal à se séparer de l'autre. Parce que ça pose cette question-là quand même. Dans quel rôle il joue, quel rôle, comme si s'il n'était plus là, votre couple, ça serait formidable. Enfin, ça vous permettrait de vous retrouver. Normalement, ne devrait pas être un obstacle. Déjà, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Vous dites que vous n'êtes pas ensemble la semaine. Est-ce qu'il est inquiet parce qu'on s'engueulait beaucoup avec mon mari, et je me demande, est-ce qu'il a été inquiet de tout ce qu'il a pu entendre? Et finalement, on a un couple assez explosif, mais finalement, on s'adore. Et est-ce que finalement, des 3 enfants, c'est celui qui s'est dit, oh là là, ça va pas toujours bien dans le couple de mes parents. Et finalement, on est un couple explosif, on s'adore à la vie et à la mort. Moi, j'ai connu mon mari, il avait 20 ans, j'avais 25 ans. Je vais avoir 62 ans, lui, il va avoir 57 ans. On est toujours ensemble. Jamais on a pensé se séparer, mais on est un couple explosif. Donc je demande, cet enfant, s'il n'a pas finalement eu peur toujours qu'on se sépare, est-ce qu'il n'a pas eu des angoisses? Mais il a joué aussi. En tout cas, il fait lien. Oui, mais c'est intéressant. C'est une question intéressante, que vous soulevez. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, dans ce blocage, dans cette difficulté à partir, à vous quitter, il y a peut-être quelque chose inconsciemment qui pèse sur lui, d'attentes non formulées, mais qu'il a pu ressentir comme s'il était chargé de faire lien entre vous, même si c'est un lien un peu conflictuel. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que on est toujours là pour lui, parce que même s'il prend un appartement à Pau, moi je suis toujours là pour lui. Pourquoi pas? Mais c'est-à-dire pas le présenter comme j'ai envie d'être avec ton père, et c'est un peu brutal comme ça. C'est-à-dire surtout au vu de ce que vous me dites. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est bien pour lui qu'il puisse avoir sa vie et qu'il peut mener sa vie sans avoir d'inquiétude pour vous. Oui. Bon, donc en soi, vous pouvez lui dire l'un et l'autre que c'est ce que vous espérez pour lui. Oui. Mais c'est pas forcément lui disant laisse-moi, j'ai besoin de me retrouver avec ton père, parce que on dit ça à un enfant plutôt. Enfin là, il y a quelque chose d'un peu. On dit ça à un enfant quand l'enfant vient dans le lit parental, vous voyez, les choses comme ça. Quand il m'appelle de Pau, il me dit bisous maman.
Et je dis au dernier qui a 24 ans, qui est barman serveur, je dis mais attends, c'est pas possible, ton frère vient de dire bisous maman. Bah oui, mais ça, bon. Oui, il a un côté encore un peu enfant, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu de l'enfant qui reste en nous? Ouais. Vous le ressentez par rapport aux autres? Oui, il a plus de mal. Bon, on va poursuivre un peu l'échange, ça sera après les infos. D'accord, ne raccrochez pas, Michel. La nuit est à vous sur Europe 1 et je vous invite jusqu'à 1h du matin à partager avec nous vos rêves et vos secrets. La ligne est ouverte au 39 21. C'est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler ou si vous souhaitez parler avec un auditeur ou une auditrice. Et vous pouvez également donner votre point de vue par SMS au 7 39 21 ou par mail sur le site europe1.fr. Alors on va retrouver Michel. Michel, donc vous avez un petit souci avec votre fils qui a 30 ans, qui vit actuellement avec son père dans le sud-ouest. Oui. Vous vivez avec son père, enfin, vous êtes ensemble. Oui. Moi, je sais plus trop comment dire du coup, mais vous, votre travail, votre travail fait que vous êtes en région parisienne. Et ce qui est important, c'est un peu le lien au fond. À travers vos interrogations, puisque vous réfléchissez aussi sur cette difficulté peut-être qu'il a à se séparer de vous, sur au fond la place qui lui a été un peu assignée, inconsciemment, certainement. Mais c'est pas inconsciemment parce que je pense que chez mes parents, on est 3 enfants. J'ai une sœur aînée qui a 6 ans plus que moi, donc moi, elle vient d'avoir 68 ans. Moi, j'arrive derrière, 32 ans, et j'ai mon frère qui a 61 ans, mais qui est décédé il y a 4 ans. Oui. Du coup, dans ma famille, dans le milieu ouvrier, mes parents voulaient qu'on réussisse dans la vie. Ma sœur, elle comprenait rien à l'école. La pauvre, voilà, c'était comme ça. Moi, j'étais brillante par rapport au reste de la famille. Et j'avais une maman brillante, parce que ma maman, quand elle avait 13 ans, elle a triplé à l'époque, elle est 1920, ma maman, elle avait triplé la classe de certificat d'études tellement elle était brillante. Et puis à 13 ans, à l'époque, on s'occupait des parents, elle a dû s'occuper de son père et de son frère qui était mineur. Voilà. Donc j'ai des parents, mon papa à 13 ans, il a commencé à la mine, et à 13 ans et un jour, on allait à la mine, et voilà. Donc j'ai des parents brillants intellectuellement, mais qui ont dû, à l'époque, en 1920-1933, d'aller au travail. Et du coup, mes parents étaient très positifs par rapport aux études. Ce qu'ils auraient aimé faire, pouvoir faire eux-mêmes, ils l'ont transmis. Et dans les corons du Nord, les gens, ils envoyaient les enfants à 16 ans travailler pour qu'ils ramènent de l'argent. Et mes parents n'étaient pas du tout pareils. Ma sœur avait 16 ans, elle voulait travailler comme vendeuse et mes parents étaient désolés parce que elle n'était pas bonne à l'école. Ils s'étaient désespérés. Et moi, j'étais brillante pour eux. Et quel lien faites-vous justement avec votre fils alors? Parce que vous dites je fais le lien parce que mon frère non plus n'était pas très brillant et finalement il a rentré dans la gendarmerie. Il est mort il y a 4 ans. Mais finalement, mes parents, ils poussaient très fort les études et ils pensaient. Et moi, je pense que mon fils, j'étais très angoissée quand j'ai eu des enfants en disant il faut qu'ils réussissent dans la vie, il faut qu'ils réussissent. On vient d'un milieu ouvrier, il faut qu'ils performent, il faut qu'ils réussissent dans la vie. Qu'ils continuent ce que vous aviez, vous, entrepris, c'est-à-dire, et qui était aussi le vœu de vos parents, une ascension sociale. Voilà, mon mari était ingénieur, mais il était chercheur, il était fils d'ingénieur et d'assistance sociale, donc il avait déjà... En fait, lui, il n'a rien reproduit, il a juste reproduit. Et moi, je pensais que nos enfants devaient, voilà. Et du coup, j'ai peut-être mis trop de pression par le grand et je me suis hyper culpabilisée. Aujourd'hui, je me dis que finalement, il y a eu des copains, il y a eu d'autres choses. On ne peut pas toujours se reprocher la faute à soi-même. Non. Voilà. Aujourd'hui, je suis très clean avec ça. J'ai dit à mon fils...
par rapport à... Oui, pardon, vous avez dit quoi à votre fils? Mon fils, il y a quelques années, ok, puisque j'ai eu des torts, voilà, mais il faut que tu arrêtes de me culpabiliser par rapport à ça, j'en ai assez. Mais pourquoi il vous culpabilisait? Oui, il pouvait dire, voilà, c'est de ta faute, tu m'as trop mis de pression à l'école, tu m'as engueulé et tout ça. Et je lui ai dit, stop. Peut-être, mais à un moment, bon. Mais il y a peut-être une autre forme de pression plus insidieuse, c'est par rapport au... Comme si votre fils était un trait d'union entre vous et votre mari. Oui. Comme s'il avait à faire lien. C'est ce que vous me dites, hein? C'est ce que vous laissez entendre, comme si vous le voyez comme s'il était un peu un obstacle, comme si... C'est paradoxal, il y a une forme d'ambivalence. Oui, mais ce qui est curieux, c'est de le dire maintenant à 30 ans. Il a 30 ans, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est peut-être plus tôt. Et de fait, l'enfant, à un moment, veut se rapprocher de sa maman, surtout si c'est un petit garçon. Oui. Mais bon, chacun a sa place. C'est pas l'enfant qui définit sa place, c'est les parents qui lui assignent cette place. Donc à un moment, il y a peut-être eu aussi dans cette très grande proximité que vous aviez avec ce fils-là, aussi quelques bénéfices. Oui, parce que je pense que son papa était complètement absent et qu'il passait 200 heures, je ne vais pas dire comme chercheur, à travailler tout le temps, et qu'il était absent. Je sais, on était aux Pays-Bas, mon mari était chercheur chez Shell, et il rentrait à 17h pour manger, il repartait à 18h, il rentrait à 2h du matin. Et il travaillait énormément. Hein. Sa carrière, il l'a fait comme ça. Oui. Je me souviens que mon fils, le petit, il pleurait en disant « Mais papa, reste ». Et moi, finalement, je faisais pareil. Et finalement, je me suis dit que finalement... C'est-à-dire que vous pleuriez aussi? Vous demandiez à votre mari de rester? Vous auriez aimé qu'il soit plus présent? Et finalement, je me suis dit c'était tellement fusionnaire entre mon fils aîné et moi, on avait le même manque, finalement. Moi, du mari et du père. Oui, alors c'est pas le même manque. Mais ça peut être difficile. Et au fond, dans ces valeurs, là où il y a un peu un hiatus, c'est dans ces valeurs que vous de travail et d'ascension aussi sociale à travers les études, puisque vos parents ont été courageux de travailler. On parle de la mine, bon. Mais ils avaient pour pour objectif pour vous justement que vous sortiez de cette condition-là pour faire des études et donc gravir un peu l'échelle sociale. Voilà. Et au fond. Ce que vous avez fait vous, mais l'image qu'il a eue, c'est quand même teinté d'une certaine ambivalence, parce que oui, votre mari était brillant, il a eu un père brillant qui réussissait très bien, mais qui n'était jamais là. Oui, c'est ça. Donc, le travail, il peut aussi, vous voyez, il y a un exemple, il y a des paradoxes, en tout cas, et la réussite, oui, mais qui le privait, au fond, de son père. Oui, mais quand je dis ça à mon mari... C'est comme ça. Non, mais ça sert à rien. Oui. Il me dit, non, c'est des propos d'assistante sociale, parce que je suis chef de service aujourd'hui, mais il me dit, des propos d'assistante sociale. Vous lui direz que c'est, en tant que psy, on peut aussi avoir ces propos comme ça. Mais ça, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, pour répondre un peu à la question que vous vous posez, de dire, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et brusquement. C'est-à-dire que cette demande, parce que derrière cette demande, vous comprenez bien que pourquoi pas, bien sûr qu'il est important que votre fils parvienne à une autonomie, mais peut-être que ça va aussi un peu passer par vous et par le fait que ensemble et avec son père, vous valorisiez ça et qu'il se rende compte que vous pouvez faire sans lui. Vous, peut-être aussi en particulier. Je crois qu'il a commencé à le comprendre. Très bien. Il a commencé à le comprendre, mais j'arrive pas à l'emmener jusque-là. Mais parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas. Mais parce que d'abord, c'est plus un gamin, et vous ne pouvez pas l'amener, vous. Voyez, même la réaction que vous avez, il veut faire du rugby, vite, on va t'acheter des affaires. Après tout, il peut bosser, travailler, les acheter lui, ses affaires. C'est plus un ado. C'est plus un gamin. Mais je suis tellement inquiète que je voudrais qu'il alors, mais votre inquiétude, actuellement, forcément, elle est un peu contre-productive, même si, vous n'y pouvez rien. Donc, il y a des étapes. Ce qui est très positif, c'est qu'il retrouve une envie, un désir à travers le rugby. Il y a quelqu'un qui me dit méfiez-vous du milieu du rugby, les sorties, les bringues, la troisième mi-temps. Mais c'est des amis, c'est aussi il y a du soutien là. Moi je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Et comment je peux faire alors? Maintenant qu'est-ce que je dois faire? Vous n'allez pas décider en un week-end. Non. Voyez, c'est pas. Mais voilà. Donc, au contraire, valorisez ça en disant, avec son père, en disant, je suis bien contente de voir que
tu t'investis dans le rugby, que tu as retrouvé des amis, que tu as envie. Il a un projet, il veut travailler dans la sécurité. Bon, mais très bien. Il concrétise pas. Mais attendez. C'est pas en le poussant et en le brusquant, c'est à nouveau lui mettre une forme de pression. Ça, laissez-lui, ça va se faire, mais progressivement. Et puis peut-être aussi laissez-le lui un peu se prendre en main et pas comme si justement c'était un gamin et que vous deviez décider pour lui. Ouais, c'est ça. J'ai trop décidé pour lui. Oui, un peu. C'est ce que dit René, c'est-à-dire bon, même si c'est compliqué pour vous, parlez-lui comme à l'adulte qu'il est, même si on entend qu'il y a une part encore très immature chez lui. Montrez-lui que vous avez confiance en lui. Il y a, alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Monica qui dit l'ascenseur social il fonctionne plus. Alors après tout, c'est vrai que là aussi il peut se poser des questions par rapport à ça. Il y a également Yvan qui dit: êtes-vous sûr que son départ de chez son père ne va pas le fragiliser à un moment où il est en train de retrouver un certain équilibre? Bon, et puis c'est ce que dit Nelly aussi. Il commence à émerger, il reprend pied, il recommence à avoir du désir, à avoir envie de faire des choses. Accompagnez-le en valorisant ça et en valorisant aussi son projet de sécurité. C'est pas forcément le projet que vous aviez pour lui qui travaille dans la sécurité, mais c'est un projet. Mais je suis pas très aidée par ce papa qui est trop cool et qui. Dites-lui, mais pas dites-lui à son père en disant: écoute, j'ai besoin peut-être qu'on fasse la cause commune, et puis pour qu'il sente aussi qu'il peut vous lâcher. D'accord. Il n'a pas besoin de faire lien entre vous deux, que même s'il s'en va et qu'il quitte le nid familial, vous n'allez pas vous séparer. Il y a une façon plus subtile de lui faire passer, mais à demi-mot, qu'il n'est pas obligé. Il est certainement très investi, on le sent hyper attaché à vous, mais peut-être qu'il il s'est mis en mission de vous protéger ou de créer du lien entre vous deux. Oui, et il y a un amour. Donc montrez-lui que vous êtes un couple aussi, et pas seulement un couple de parents. Il a des amis, il a une jeune femme, lui, il a une amoureuse, un amoureux. Non, il n'a jamais eu. Il ne vous en parle pas, peut-être? Non, il n'a jamais eu. Ça. Vous ne savez pas. Je pense que vous. Je pense que vous ne savez pas tout, et j'espère. Ben non, je pense de la vie de votre fils. Il n'a jamais eu. Il y a des choses qui vous échappent quand même, et c'est bien. Je pense que mon fils, qui a 24 ans, me dit non, il n'a jamais eu personne, sauf quelqu'un 3 mois, et c'est tout quand il avait 18 ans. Oui, mais peut-être qu'il ne dit pas tout à son frère non plus. Ah, peut-être. Aussi. Donc bon, et en tout cas avec les copains du rugby, il va certainement faire des rencontres. Alors quelques messages pour conclure aussi. Vous parliez de Pôle Emploi dans le Sud-Ouest, les rendez-vous c'est une fois par an. Il y a quelqu'un qui me dit en Bretagne c'est idem pour moi. Je supplie Pôle Emploi de me fixer un rendez-vous sans succès. C'est un comble quand même. Bon, et puis il y a quelqu'un aussi qui me dit ça. Alors je sais pas, quelqu'un qui me dit que sa fille s'est inscrite au chômage et on lui a dit que vu son profil, il n'avait pas besoin d'eux elle n'avait pas besoin d'eux pour trouver du travail. Bon, c'est Isaac qui me dit ça, oui, mais ça, on sait bien que c'est les limites aussi de Pôle Emploi. Et puis une dernière petite chose, c'est Margaret qui nous nargue. Margaret, elle dit: oh, moi je suis tranquille, comme je vais pas me mettre en maillot cet été, je peux manger tout ce que je veux et boulotter des bars Mars en toute tranquillité, en pensant à nous. Non, elle est adorable, mais bon, elle se fait un petit plaisir comme ça en passant. Elle a raison. Laissez-le, valorisez-le un peu et le projet qu'il a de partir, c'est vrai, c'est bien, mais ça peut pas se faire là. Vous allez pas arriver ce week-end parce que là encore, c'est ta mère arrive. Tchac, c'est elle qui s'occupe de tout tambour battant. Sortez. Non. Elle dit qu'il faut que tu trouves un logement. Non. Oui, parce que lui, c'est comme si ta mère veut que et moi, je me dédouane de tout. Non, c'est pas vous qui voulez. C'est aussi peut-être en couple, tous les deux, en tant que parents. Vous espérez pour lui, bien sûr, que dans l'avenir, il puisse voler de ses propres ailes. Valoriser. Donc le valoriser et que peut-être qu'il a besoin d'être valorisé par son père également. Voilà. Oui, ok. C'est super. Je vais faire ça de façon très positive. Oui, c'est ça. Ouais. Pas tambour battant, hein. Non, d'accord.
Bon, bon week-end alors dans le sud-ouest, beaucoup, Michel. Caroline. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Avant d'accueillir Alexandre, je voulais faire un petit point qui a trait à l'actualité dont on a parlé aujourd'hui et remercier l'association L214 qui nous ouvre les yeux sur les horreurs commises dans les abattoirs et qui, après la fermeture de 2 abattoirs à quelques mois d'intervalle dans le Gard, demande une enquête parlementaire visant tous les abattoirs de l'Hexagone. Alors si vous voulez soutenir leur action, vous pouvez aller sur leur site, c'est l214.com. Un coup de chapeau également à l'OABA, c'est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir que j'ai découverte grâce à l'excellente chronique de Luce Lapin dans Charlie. Là aussi, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur leur site, c'est oaba.toutattaché.fr parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour que les animaux ne soient pas traités comme des marchandises mais comme des êtres sensibles qui ressentent le stress, la peur, l'angoisse. Et c'est pas seulement de cause animale, même si ça me tient à cœur dont je vous parle, mais aussi de notre humanité, parce que torturer un plus faible que soi, en l'occurrence là un animal, c'est une expérience toujours profondément déshumanisante. Donc si vous avez envie de voir un peu le travail remarquable que font ces associations, vous pouvez aller sur leur site, association L214 et OABA. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Un honneur de vous avoir au téléphone, qui vous entend très souvent et toujours avec beaucoup de plaisir. C'est gentil. On apprend beaucoup de choses grâce à votre émission et je trouve que c'est... grâce à vous justement qui nous faites l'amitié de parler de vous et de témoigner un peu. Moi ce soir j'ai bien l'impression que mes petits tracas ils sont anodins, voire ridicules face à ce que certaines personnes peuvent vivre, mais justement au fil de vos émissions ça m'a fait réfléchir et je me suis dit tiens je vais appeler Sophie ou Caroline. Oui. En fait moi j'ai un problème, j'ai une véritable difficulté à prendre des décisions, en fait à finaliser des choix, alors qui au départ semblaient réfléchis, puis qui après réflexion ne le sont plus. Donc c'est devenu complètement infernal, et j'ai l'impression qu'avec le temps, ça s'aggrave, et c'est valable dans tous les domaines, que ça soit sentimental, matériel. Oui. La dernière en date, pour vous illustrer un peu la problématique, j'étais à 2 doigts de finaliser une promesse de vente signée chez un notaire. Et comme toutes les autres fois, à 48 heures de la date fatidique de rétractation, lettre recommandée, annulation, peur. Oui. Et ça fait 10 fois que ce genre de choses m'arrive. Sentimentalement... Vous le regrettez aujourd'hui sur ce projet précis là ou pas finalement après? Voilà, donc au début je vais le regretter en me disant j'ai pris la mauvaise décision, j'aurais dû le prendre, je regarde à nouveau le dossier et donc c'est une rumination absolument infernale. Puis après heureusement j'oublie. Mais ensuite c'est là où c'est dramatique, c'est qu'il me faudrait presque à nouveau ce genre de challenge où je vais m'embarquer dans des histoires pas possibles, où je vais me rétracter au dernier moment. Et là où je m'interroge, je me dis, mais en fin de compte, je suis devenu complètement infernal parce que c'est dans tous les domaines. Récemment, j'ai été dans un grand magasin où on vend DVD et livres. Je remplis le caddie et à la fin d'avoir tout rempli, je regarde le contenu, je me dis tout ça est ridicule et je repose tout. Je vais m'intéresser à une belle voiture, je vais alpaguer le vendeur, m'intéresser à ça et puis dès que je sens que ça va se finaliser, hop, rétractation. Et sentimentalement, c'est pareil, à tel point même que quand, grâce à Internet, des gens me retrouvent et qu'on est sur le point de éventuellement se retrouver, machine arrière. Je me dis, mais il y a vraiment là un souci majeur qui date d'il y a très longtemps. Autant que je puisse m'en souvenir, c'est depuis l'adolescence. Et je me dis, mais je vais jamais guérir de ce système infernal de... Oui, parce que on voit dans le quand on est dans un achat immobilier, on peut comprendre. Enfin, c'est un gros investissement, un peu un coup de stress. Vous vous engagiez seul en plus, si j'ai bien compris. Je m'engageais seul. Ça joue aussi, ça, le fait de, vous voyez, parfois quand on le fait, qu'on est en couple, on peut se réconforter l'un l'autre, enfin se soutenir, c'est un projet commun, c'est plus facile
que C'est là vrai. vous prenez la décision seul, mais on voit que ça peut être sur des choses beaucoup plus anodines en apparence, quand vous parlez de courses, bon, donc ça touche vraiment, oui, tous les domaines de votre vie, ça. Vie professionnelle aussi, Ah. avec des choix. Bon, heureusement, moi je suis un oiseau sur une branche qui est à peine posée, a envie de changer de branche, donc il y a peut-être je dirais une raison à tout cela. Heureusement, j'ai pu dans ma profession changer très souvent d'endroit, voire de pays. Et en 30 ans, Caroline, j'ai déménagé 35 fois. Alors bon, c'est lié aussi à peut-être à mon changement de vie professionnelle, mais je m'aperçois, c'est comme si maintenant je me disais, oups, mon pauvre Alexandre, là il y a vraiment un souci majeur parce que tu n'arrives plus à avancer dans une direction. Ça vous gêne actuellement, c'est ça? Ah, je me rends compte que toute décision devient, en plus c'est vraiment, vous allez me dire, je suis un peu fou, là, je suis du signe de la balance. Une fois que je sais que j'ai pris cette décision-là, je suis persuadé que l'autre aurait été bien. Donc c'est une espèce de cycle infernal. Et un de mes anciens patrons, quand j'avais 20 ans, il me disait, Alex, tu mets le feu, et une fois que le feu est bien entamé, tu cries au secours et tu t'enfuis. Et je pense souvent à ce monsieur qui m'avait bien cerné, et je me dis, mais le temps a passé, c'est un petit peu ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour stopper cette spirale infernale et ridicule? À mon âge, bientôt 50 ans, je me dis, mais c'est affreux, je ne vais pas quand même continuer à me... Vous voyez, c'est complètement ridicule et anodin comme histoire. Mais... Non, non, pas du tout. Non, c'est tout sauf ridicule et anodin parce que c'est finalement une difficulté. Ça touche aussi la question du désir au fond. On a tous très peur de nos désirs vraiment. On passe notre vie parfois à essayer de les faire taire à travers des symptômes, à travers des tas de choses. Donc non, c'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Oui. Et sentimentalement, vous imaginez, ça a été c'est pareil. Une histoire. Ah oui, jeune, je m'embarquais dans des affaires et puis qui n'avaient pas de fin parce que j'avais peur ou j'étais persuadé d'avoir fait le mauvais choix ou réciproquement. Enfin, du coup, c'est un ratage total à ce niveau-là. Bon, alors je le prends avec philosophie et je suis ni dans une dépression ni quoi que ce soit, mais je me dis c'est quand même un sacré handicap et je me demandais, mais sommes-nous nombreux dans ce type de problématique? Vous n'êtes pas le seul en tout cas. Non, c'est une problématique les psychanalystes entendent très souvent parler de ça, de cette difficulté-là. Ah oui. Bah oui. Vous n'avez jamais songé, vous, à aller en parler? Alors, non, c'est vos émissions qui, au fil des années, m'ont fait réfléchir, m'ont dit, mais tu devrais t'interroger plus profondément sur la raison pour laquelle tout devient maintenant problématique. Donc, c'est un peu grâce à vous, Caroline, aux émissions Libre Antenne, je commence à me poser la question. Me dire, est-ce que c'est le passage obligé pour essayer de me sortir de cette difficulté à aller jusqu'au bout des choses sans être angoissé. Par exemple, là, ce soir, le fait de pouvoir quand même être à l'antenne, je me dis, tiens, j'ai pu aller jusqu'au bout de votre projet. Démarche, oui. Mais parce que, probablement, vous connaissant, pour vous entendre depuis longtemps, ainsi que Sophie, je me disais, là, je suis dans une relation de confiance avec Caroline. Donc, et puis, c'est pas un engagement aussi important que ça, quand même. Voilà. Vous n'entamez pas une thérapie. Non. La démarche de pousser la porte d'un thérapeute, d'aller consulter en cabinet est une démarche qui demande déjà plus d'investissement. Ah oui, je crois que aussi, bon. Mais vous dites que ça remonte, vous dites à l'adolescence, c'est ça, Oui, parce que j'ai commencé à essayer de réfléchir à depuis quand je suis comme ça. Donc, je suis revenu à mes 20 ans, puis je me suis aperçu qu'adolescent, j'étais dans le même type de situation quand il y avait des choix à faire, des sorties à faire entre copains ou pas, ou des voyages. Ça a été une problématique depuis très très longtemps. Alors après, je peux plus remonter sur l'enfance, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose.
Justement, est-ce que vous avez le sentiment que quand vous exprimiez, est-ce que c'était compliqué de parler en votre nom? Est-ce qu'on parlait souvent pour vous? Est-ce qu'on décidait pour vous? Est-ce que, au fond, Non. on vous a laissé exprimer un peu ce qu'il en relevait de vos désirs, de vos souhaits ou pas? J'ai pu toujours dire ce que j'avais envie de faire. Oui, non, j'ai pas le sentiment d'avoir été bloqué à ce... Qu'on a devancé, parce que je pense parfois il y a des enfants qui sont hyper protégés, ils n'ont même pas le temps de dire qu'ils ont froid, ils ont déjà bonnet, écharpe, tout autour du cou, ils sont sûrs, et tout est, pas le temps de dire qu'ils ont faim, hop, ça y est, ils ont la bouche pleine, enfin, on devance tout. Mais chez vous, vous dites que ça ne finit pas, heureusement, ça c'est quand même très constructif, ça pourrait finir, ce doute qui vous assaille comme ça finit pas en dépression. Non, vous n'avez jamais connu d'épisode dépressif? Non, on peut pas dire ça, des petits moments de blues, de spleen, bon, mais pas de déprime. Simplement, peut-être parce que j'essaie d'être lucide, un agacement en me disant, mais je suis vraiment complètement infernal dans ma façon de gérer les événements du quotidien. J'essaie d'en rire, parce que bon, il y a des choses tellement plus graves, hein, la maladie ou d'autres choses, mais je pense que si je devais vivre avec quelqu'un, alors peut-être que je guérirais mieux, mais... Oui, mais justement, c'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais marié? Non. Non? Vous avez vécu déjà avec quelqu'un? Oui, plusieurs fois, mais je pense que j'aurais été incapable de franchir le pas et de m'engager parce que j'aurais été persuadé de faire le mauvais chemin. Alors vous vous demandez, vous dites, c'est un peu ridicule là ce que j'expose, est-ce que au fond ça concerne d'autres personnes? Je reçois énormément de messages pour vous. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns? Ah oui, avec plaisir. Il y a quelqu'un, c'est Didier, il me dit, je me retrouve complètement dans ce que dit Alexandre, même âge, vous avez là une petite cinquantaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Même sentiment, même difficulté, dit Didier. Je pense, alors lui il a une petite explication, Didier, il dit, je pense que c'est le fait de savoir qu'on peut avoir quelque chose, ça nous suffit. C'est intéressant. Oui, c'est pas bête. Non, mais c'est pas mal, c'est-à-dire... au fond, il va pas... Alors, il y a également... c'est Kali qui dit c'est comme si Alexandre donnait l'impression d'avoir peur du bonheur, chaque changement le fait reculer. A-t-il des enfants? Demande Kali. Et non, il n'a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Alors Monica rejoint ça, elle dit, on dirait un peu que vous fuyez les plaisirs de la vie, finaliser une vente, aller au bout d'un projet, finalement, vous n'allez pas au bout des choses, vous laissez les choses pour un peu tout. Alors évidemment, il y a René qui dit ce qu'on entend souvent, choisir c'est renoncer. Bon, il y a un peu cette idée-là. Au fond, vous ne choisissez pas vraiment. Vous laissez le champ des possibles. C'est ce que dit Didier. Vous laissez le champ des possibles. Oui. Pas facile à dire. Il y a toujours la possibilité d'une autre vie, d'un autre... Et au fond, vous vous retrouvez quand même à ne pas choisir, on se retrouve un peu piégé. Mais oui, un peu comme un président bien connu, qu'on décrit comme quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. J'ai l'impression que, voilà, c'est terrible. Ça, il faut se méfier, vous savez, de ce qu'on dit. Oui, c'est vrai. À droite à gauche, oui. Ça, je vais pas analyser le président. Je suis là pour ça. Mais c'est... Quand vous déménagez, d'ailleurs, vous avez beaucoup déménagé. Oui. Est-ce que vous vous posiez dans les lieux où vous étiez? Est-ce que vous arriviez à vous sentir bien, à vous sentir chez vous, ou est-ce qu'il y avait toujours un ou deux cartons qui restaient comme sur le départ? C'est ça qui est terrible, c'est que j'ai beaucoup déménagé dans différents pays. Et quel que soit le lieu ou la distance, je me suis toujours trouvé bien là où j'étais, avec un nouveau cercle d'amis, parce que les distances faisaient que c'était pas possible autrement. Donc en fait, ce système de changement de pays, de lieu très fréquent et voire même d'amis m'allait très bien. Là, je suis de retour en France et c'est pas forcément évident.
Et en fait, à chaque fois que j'ai déménagé, ça a été... Donc, je suis le roi des cartons et des camions et des montées. C'est ce que dit Sergio, il dit bravo, au moins vous faites bosser les déménageurs, vous donnez du boulot, c'est bien. Ah oui, oui, je crois que j'ai... Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Alexandre, parce qu'au fond, ça vous convenait très bien, tous ces changements. Mais c'est ça qui m'inquiète quand même avec l'âge, c'est que je me rends peut-être compte que je ne suis bien. J'avais même pensé à ça, je ne sais pas si d'autres partagent ça. Ça m'est arrivé une fois, j'étais dans l'avion ou dans le train, et je me disais c'est étrange. En fait, c'est quand je suis en situation d'aller d'un point à un autre que tout va bien, puisque je suis en attente de je ne sais trop quoi. Et dès l'instant que je suis posé quelque part, j'arrive à m'organiser, ça se passe plutôt bien. Mais à choisir, je préfère être dans l'Airbus A380 à destination de Los Angeles ou bien dans un train de nuit entre Zurich et Budapest. Oui, c'est le voyage qui vous plaît davantage que la destination, mais comme souvent, mais oui. parce que là on est dans le désir. Il y a toujours, finalement, tout est possible aussi. Oui, exactement. Mais je crois qu'on peut être nombreux comme ça. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous ramenez à votre âge. Alors, c'est pas n'importe quel âge non plus, 50 ans. C'est un moment où c'est quand même une période un peu de, j'aime pas, c'est ce côté bilan, mais enfin, quand même, il y a quelque chose, vous ramenez, d'ailleurs, vous repensez à votre adolescence, ça peut nous ramener aussi à cette époque-là de la vie, curieusement, ces deux phases, la cinquantaine et l'adolescence. Qu'est-ce qu'on a fait de nos désirs? Oui. De l'adolescent qu'on était, avec nos envies, nos désirs, nos révoltes, nos passions. C'est pas rien de s'interroger à nouveau, puisqu'on se dit, on est à un peu plus de la moitié de sa vie. Exactement. Voilà. Donc c'est là où on rebat les cartes aussi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une certaine façon, où parfois ça amène les plus indécis à, s'ils ne savent toujours pas très bien ce qu'ils veulent, ils savent déjà mieux ce qu'ils ne veulent pas ou plus. Oui. Ce qui est déjà une façon un peu d'avancer. Oui, puis comme vous le disiez, en milieu de vie, quand on est adolescent, on a évidemment un sentiment de toute puissance et d'éternité qui fait que les projets, on les a pour la vie éternelle. Et là, on a une prise de conscience que, du temps qui passe. Par exemple, l'appartement où j'ai renoncé, qui était pourtant sûrement pas mal, je me dis, mais en fin de compte, à quoi bon? Dans 20 ans, j'en aurai 70. Dans quel état je serai? Et avec qui? Et encore à Paris ou pas? Enfin, vous voyez, c'est... Oui, c'est ça. Vous vous interrogez sur votre vie, vos désirs. Comment vous envisagez la suite? Oui, et avec le sentiment maladroit d'être toujours en train de se dire « Bon, mon pauvre vieux, t'as encore pris la mauvaise direction, l'autre aurait été mieux. » Mais je m'agace, je me dis « Mais t'es infernal, mon pauvre, heureusement que t'es seul. » Mais est-ce qu'on n'est pas parfois, peut-être pas un peu tous comme ça, à imaginer si on avait pris une autre direction, si on avait fait ce choix-là, si on était allé dans cette histoire d'amour-là plutôt que dans celle-là, bien sûr qu'on aurait eu une vie différente. Oui. Et parfois, on y pense. C'est un peu comme quand on passe, je sais pas, et qu'on voit derrière les fenêtres allumées, des silhouettes, des vies qu'on imagine des vies. Oui, dire on pourrait être à cette place-là. Est-ce que ça nous traverse? Je sais pas. Enfin, moi, je me retrouve assez dans ce que vous dites et je me demande si c'est pas quelque chose qui nous traverse pas tous à un moment ou à un autre. Se dire si j'avais pris. Un peu universel. Je trouve qu'il y a quelque chose, qui. Alors peut-être que à un moment dans des vies qui sont très rempli, très cadré, où il n'y a plus de temps finalement, vraiment de temps pour soi et pour flâner, pour douter, même où c'est très rempli par l'emploi du temps des autres et d'un époux, d'une épouse, des enfants, on a moins le temps, c'est-à-dire qu'on est dans cette route-là, dans cette autoroute et on pense moins. Mais il y a des moments où on pense à tous les chemins de traverse. Non ? Oui, mais j'envie moi presque ces gens qui ne doutent pas, qui sont en couple depuis longtemps et les sentiments n'ont pas changé d'un iota depuis qu'ils se sont aimés aux premières relations. Je suis assez admiratif de certaines anciennes générations qui ont réussi à traverser le temps et à rester ensemble, et puis à ces personnes qui sont capables de trancher sans aucune... Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, je les admire, entre guillemets. J'ai envie de ne pas perdre de temps comme moi. C'est un côté
Par moments, bien sûr que c'est plus confortable. Pour ceux qui vivent, c'est bien sûr qu'il y a un côté plus confortable de se dire bon allez je tranche dans le vif et je tergiverse pas. Parfois cette indécision peut devenir un peu difficile, mais je reçois énormément de messages pour vous de gens qui vous disent mais rassurez-vous, enfin en tout cas qui se rassurent eux-mêmes, ils se retrouvent. Il y a Feuille d'érable qui dit je me retrouve tout à fait dans cet état d'esprit. Il y a Sergio qui dit 50 ans, un bilan, waouh, il dit c'est pas brillant, faut pas dire ça. On voit toujours ce qui nous manque, pas ce qu'on a accompli non plus. Monica dit j'ai un fils qui est pareil, il préfère les trajets aux arrivées car les trajets le font rêver alors que les arrivées l'obligent à voir la réalité et à composer avec la réalité. C'est très bien dit, très bien dit. Sergio qui dit aussi il faudrait que quelqu'un invente le GPS entre guillemets pour la vie, trouver le bon chemin, mais il n'y a pas de, enfin c'est vrai qu'il y a des gens, on a l'impression ils font jamais de sortie d'autoroute quoi. Ils tracent, et ça a un côté très rassurant, mais en même temps, c'est aussi un peu défensif, c'est-à-dire que comme si le doute n'était pas permis, comme si on ne pouvait pas se permettre ça, parce que l'équilibre, c'est toujours l'équilibre, ça remettrait tout en question. Tout pourrait s'effondrer. On voit des gens qui, comme vous le dites, ont toujours tout décidé dans leur vie. Tout semble très bien marcher. Tout est construit en termes de carrière, en termes d'amour, en termes d'amitié, et puis il suffit qu'à un moment il y ait un grain de sable dans le rouage et ça peut s'effondrer. Et ça fait très mal, hein, aussi. Ouais. En tout cas, c'est rassurant d'entendre que les auditeurs se retrouvent dans mes propos où je me disais bon, je dois être vraiment un extraterrestre sur cette planète avec mes états d'âme un peu il y a beaucoup, non, vous avez beaucoup de semblables, hein, vraiment. Il y a Michel qui dit, quand j'écoute Alexandre, j'ai l'impression que c'est mon double. J'ai 64 ans et je ne sais toujours pas prendre de décision. Ah oui, donc ça, je trouve que c'est formidable ce que vous me transmettez là des auditeurs. Merci. Alors évidemment, il y a d'autres personnes. Il y a René qui va dire, il y a certainement derrière de l'anxiété, des pensées un peu qui parasitent, peut-être un peu de ce qu'on appelle, puisqu'on met un mot sur tout, on procrastine un peu avant de. C'est même pas tant ça. Vous prenez la décision. Enfin, il y a un moment où ça ne vous a pas empêché de faire des choses dans votre vie. Ah oui. Vous bougez beaucoup. Mais vous avez fait des choses. Oui. Vous n'êtes pas dans l'incapacité à faire des choses. Même. Très, très risqué, en quittant très jeune mes parents, d'ailleurs, alors que je les adore. Plein de choses qui, avec le recul, me disent « Ouh là là, t'es très audacieux ». Et donc, alors, voyez, au moment où je dis ça, où on veut toujours mettre des mots, nommer, chercher des troubles derrière des comportements. Je reçois un mail de Sandrine et c'est amusant, je la remercie. Elle écoute elle est aux États-Unis. Et elle dit, selon moi, Alexandre, vous présentez les symptômes typiques du ADHD, TDAH en français. Oui. Sandrine dit, je suis désolée, je connais pas en français comment ça se traduit, mais si vous recherchez, il devrait se reconnaître. C'est intéressant parce que Sandrine elle est aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont très forts pour inventer des pathologies sur chaque comportement. Souvent, même les laboratoires inventent la molécule et puis après, ils trouvent la pathologie. Un comportement devient un trouble. Je vous dis ça en toute amitié, ma chère Sandrine, mais attention de pas mettre des étiquettes psychiatriques derrière chacun de nos comportements, parce que ça devient vraiment très problématique. Oui, c'est vrai qu'on a cette impression maintenant. Alors, cela dit, vous savez, il y a Rose également qui dit « Mon mari dit toujours la vie n'est faite que de compromis. En faisant un choix, on en abandonne 1000 autres. » Très bien vu. Alors, il y a Joss qui dit, est-ce que vous préférez vivre dans du provisoire plutôt que dans du durable? Une crainte de ne plus vivre aussi intensément? Ah oui, bonne question. Le provisoire ne va mieux que le durable. Je préfère louer que d'acheter, en fait. Et alors, après tout, si votre façon d'être, c'est de vivre, je reprends l'expression de l'oiseau sur la branche, et que vous n'avez pas envie, après tout, de devenir propriétaire. Et alors? Oui, c'est vrai. Mais et alors? C'est vrai qu'on est dans une société où on doit suivre des trajectoires, où il faut être propriétaire. Je sais bien. Oui, mais enfin, vous savez, de toute façon, quand on quitte, on se pose de grandes questions comme ça, mais quand on quitte cette terre, on n'amène rien. Hein.
avec soi. Oui, ça j'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça que on n'amènera pas les biens immobiliers ou je ne sais quoi. Notre auditrice des États-Unis, où j'ai eu la chance d'habiter et travailler, à la retraite, il est clair que je ferai des road trips de 3 mois avec le visa qui est autorisé pour pouvoir justement d'être d'un endroit à l'autre en toute quiétude sur ces grands territoires du Nord américain. En tout cas, ça me fait plaisir d'entendre que les auditeurs reçoivent mon message comme quelque chose qui leur parle. Et puis, oui, beaucoup. J'ai encore Clérouska qui dit « Quel luxe de renouveler sa vie à intervalles réguliers ». Effacer, repartir, ne pas choisir, c'est ne pas s'ancrer dans quelque chose, quelque part, c'est aussi se donner cette liberté-là, qui est pas sans risque. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, parce qu'il y a aussi évidemment d'autres personnes qui disent, est-ce que c'est Violette, c'est intéressant, elle pose une question, c'est Violaine, pardon, qui dit, vous êtes très lucide, et contrairement à ce qu'elle pense, on n'entend pas de peur dans ce que vous décrivez de vous. Alors, elle dit, tout un chacun peut douter, bien sûr, mais où est la frontière avec l'indécision? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'à un moment, trop d'indécision bloque. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de place pour le voyage. On peut plus bouger. Ça peut littéralement nous paralyser. Ce que je n'entends pas chez vous. C'est vrai. C'est pas le cas. Et je n'entends pas non plus derrière ça, c'est pour ça, derrière bien sûr que quand on est dans une grande anxiété, on peut se mettre comme ça à douter de tout et tout devient très pénible et ça peut créer un état un peu ce qu'on appelle, alors là oui je vais dire un terme psy, un peu anxio-dépressif quoi. On a du mal et ça crée finalement une forme de mal-être, de souffrance. Oui, je pense que l'anxiété, j'ai réussi parce que c'est probablement la définition de ce que je suis, un grand anxieux, mais j'ai appris à la domestiquer, cette anxiété, d'essayer qu'elle ne me détruise pas trop ou qu'elle ne me paralyse pas trop. Mais c'est une dominante, hélas, qui parfois peut quand même beaucoup me terrasser. Il y a Brigitte, tiens encore un mail qui dit « Je me reconnais tout à fait dans la réflexion d'Alexandre qui se sent bien lorsqu'il est en avion, en voiture, bref en mouvement, tout sauf à l'arrêt. C'est plutôt rassurant de ne pas s'être incrusté, sclérosé. Vrai esprit libre qui permet de comprendre tant de choses. Je parierais même que vous êtes sans doute surpris d'avoir 50 ans. C'est formidable, ajoute Brigitte. Vous n'êtes pas de ceux qui vieillissent mal. » Ah, c'est un joli message ça. Merci Brigitte. Sympa. Il y a Ève qui dit je suis partante pour les road trips avec Alexandre. Très bien. Vous allez même trouver des compagnons, des compagnes de voyage. Il y a la cravate rouge. Je dis oh là là, c'est vrai que Raphaël Antoven pourrait en faire un sujet. Je trouve que c'est un très beau sujet. Est-ce que au fond, est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser que vous prenez toujours une décision, celle de ne pas décider? Si c'était votre façon à vous d'avancer. Si c'était ma philosophie de vie. Et oui. Et j'ajouterais quand même, vous avez décidé. Et vous dites, vous avez su prendre des risques. Oui. Quand je même. Pas le dire là au téléphone, mais oui, il y a eu des belles décisions, ça. Écoutez, Caroline, je voulais vous dire que je savais que ce serait un plaisir de vous avoir au téléphone parce que je vous écoute depuis longtemps, où que je sois dans le monde. Et une fois de plus, je m'aperçois que non seulement vous m'avez apporté des mots réconfortants, mais les auditeurs et leurs petits mails ou SMS, vraiment, ça me touche beaucoup et ça me fait du bien. Oui, j'entends, ça vous fait du bien. Je me dis, bon, t'as encore, ne sois pas désespéré. Par contre, je vais vous dire franchement, le pas d'aller voir un professionnel, ça, ce sera beaucoup plus difficile. Mais pourquoi, au fond, dans la mesure où il y a des moments, c'est-à-dire que, je disais, c'est dans votre peut-être inquiétude, le mot est fort de dire est-ce que ça devient pas problématique? Je disais ou est-ce que c'est pas un peu ridicule ces pensées-là, ces doutes qui vous assaillent? Je dis les psychanalystes entendent beaucoup des choses telles que vous décrivez dans leur cabinet. Ça ne voulait pas dire que je vous disais oui, il faut aller consulter. Oui, parce qu'après tout, qu'est-ce qui nous amène à un moment à aller consulter? C'est parce qu'on se sent bloqué, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'avance plus dans sa vie. Oui, bloqué ou très mal. Ou très mal, évidemment, bien sûr, oui, bien sûr, vous avez raison. Ou dans une grande souffrance. Oui.
Je reçois Nadia qui dit je suis comme vous, mais Nadia elle dit que c'est un peu difficile d'être perpétuellement dans l'indécision. Nadia qui vous laisse ses coordonnées. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices d'ailleurs qui vous laissent leurs coordonnées. Il y a Feuille d'érable, tiens, il est partant pour un road trip. Si vous aimez voyager seul, c'est raté là. Il y en a plein qui veulent vous suivre. Il y a quelqu'un qui dit au fond vous êtes plus dans l'être que dans l'avoir. Vous avez tout compris. Et bon, Fanny qui dit revenez à vos valeurs, faites en fonction de ce que vous êtes vous. Et pas en fonction de ce que la société voudrait que vous soyez. Il y en a marre de l'uniformité. Vous dites, au fond, cet achat, vous avez renoncé au dernier moment. Si vous préférez être locataire que propriétaire. Et alors? Après tout. Oui. Si vous êtes mieux comme ça, si devenir propriétaire vous angoisserait peut-être beaucoup. Ah, il y a un joli message. Alors, je ne sais pas, c'est une citation, mais je ne sais pas de qui. Quelqu'un qui, c'est un auditeur, une auditrice qui m'envoie ça, qui dit « S'il est vrai que nous ne pouvons vivre qu'une seule partie de ce qui est en nous, qu'advient-il du reste ?» Très joliment dit. Bon, il y a Aurore qui, comme vous, a déménagé 21 fois en 20 ans. Et depuis depuis quelques mois, Aurore a enfin trouvé sa place chez moi, dit-elle, sans doute parce que j'ai lâché prise et accepté ce que je prenais pour un déséquilibre, alors qu'en fait, c'est ma façon d'être, dit-elle, et mon équilibre. Oui, très bien vu. Bon, donc il me reste plus qu'à louer un minibus pour les États-Unis. Exactement. Ah oui, un minibus là, parce qu'il y a du monde qui va vouloir partir avec vous. Je vais me débrouiller et puis on fera la traversée des États-Unis. Et puis vous nous raconterez. On vous appellera depuis là-bas pour vous faire un petit compte-rendu de la situation. Et puis un petit message de Monica, le dernier, a dit, vous voyez Alexandre, vous avez quand même finalisé votre décision ce soir. Allez jusqu'au bout, appelez Europe 1 39 21, nous en parler et vous y trouvez le plaisir de découvrir vos semblables. Mais ça, c'est grâce à Caroline. Non, ça, c'est grâce à vous. Et à tous ceux qui se sont manifestés. Ils ont été très, très nombreux et j'en remercie. Beaucoup de réactions, vraiment. Écoutez, ça me touche beaucoup et merci à tous. Merci à tous pour vos petits messages qui me font du bien ce soir. Tant mieux. Merci Alexandre alors d'avoir été avec nous. Et puis, si vous souhaitez qu'on vous communique quelques contacts parmi ceux que j'ai reçus là, n'hésitez pas, on vous le fera hors antenne. Avec plaisir. D'accord ? Avec grand plaisir. Au revoir Alexandre. Merci pour tout Caroline. Au revoir. À bientôt, au revoir. Quelques messages. Quelques messages encore pour Alexandre. Il y a Mimi qui se retrouve, mais alors lui, il a une réaction un peu inverse. Il dit aujourd'hui à 50 ans, je mets les bouchées doubles pour attraper tous les manques. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi je trouve qu'Alexandre est bien dans sa peau. Il est très attachant et équilibré, qu'il se rassure. Et puis j'ai quelqu'un aussi qui dit, j'ai toujours eu aussi tendance à me sentir plus sereine dans un relatif provisoire, qui peut garder ouvert tous ces champs du possible, ce qui m'a jamais empêché par ailleurs d'entreprendre des projets, de poser des actes et de prendre des décisions, mais à mon rythme tout simplement. Alors après le journal de minuit, nous accueillerons Julien, qui a 35 ans et qui se trouve dans un dilemme amoureux. La nuit se poursuit sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et en direct, bien sûr, comme tous les soirs. Et la ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez également réagir par mail sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Rose. Elle renvoie un petit message encore. Elle dit moi, je le trouve très attendrissant. Un homme qui doute, qui réfléchit, qui analyse, qui écoute et surtout qui a le cran de changer quand les choses ne lui correspondent plus. Moi, dit Rose, je veux bien faire des kilomètres pour
un café, je suis lucide et pas tout à fait bien ancrée, et tout va bien, dit-elle. Vous êtes nombreux, hein, rassurez-vous, on va transmettre vos coordonnées à Alexandre. Il y a Marine qui dit, moi aussi je suis grande voyageuse, balance comme lui, je me retrouve, donnez-lui mon numéro. Il y a Annalise, elle est prête à monter dans le bus d'Alexandre, elle appelle même le bus du bonheur. Et puis beaucoup d'autres messages comme ça qui parviennent et on va lui transmettre. Mais pour le moment, on va accueillir Julien qui est avec nous et merci d'avoir patienté parce que je sais que ça fait un moment que vous patientez hors antenne. Bonsoir Julien. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, et vous ? D'accord. Oui, je vous entends bien. Bon. C'est parfait alors. Alors je disais donc vous avez 35 ans et vous vous trouvez dans un dilemme amoureux ? Oui, je ne sais pas si c'est la meilleure des formulations, mais il fallait bien mettre quelque chose, du coup j'ai mis ça. D'accord. Donc voilà, j'ai eu l'idée de vous appeler parce que je vous ai écouté à plusieurs reprises et à chaque fois que je vous ai écouté, j'ai trouvé que vos réactions me parlaient quoi, en fait, par rapport au témoignage. Merci merci de votre confiance. En fait, donc je vous appelais par rapport à une petite difficulté que je rencontre, qui est la suivante, c'est que j'ai décidé de rompre avec une jeune femme il y a à peu près 6 mois. Oui. Donc c'était une aventure, en fait, ça a duré 6 mois et j'ai rompu donc il y a 6 mois. Mais en fait, j'ai du mal à laisser cette histoire derrière moi et j'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes en fait. Et en fait, ça a commencé donc comme ça a été très clair au début. J'ai été clair avec cette jeune femme et je lui ai expliqué que je ne souhaitais pas m'engager, ce qui est un petit peu particulier, hein, mais bon, voilà ce que je lui ai expliqué. Donc on s'est fréquenté pendant un certain temps. Oui. Et au début, c'était un petit peu ambigu comme situation parce que c'était une espèce d'amitié. Qui est devenu un peu plus charnel au fur et à mesure, mais voilà, j'ai pas voulu tromper la personne dès le début, j'ai été clair, et je sais pas si cette jeune femme elle-même a été vraiment très claire avec moi, parce qu'elle me disait que évidemment que mon cas entre guillemets était réglé et que il y aurait pas de suite, etc. Et simplement donc au fur et à mesure, ce qui n'était pas le cas au début, je me suis attaché à elle, même s'il y a pas mal de choses qui me dérangeaient chez elle dans un espèce de rapport à la séduction quand on était ensemble à l'extérieur, qui était comment dire, un peu spécial quoi, qui m'a pas gêné tant qu'il n'y avait pas de relation à proprement parler quoi. Oui, à partir du moment où il n'était pas encore son amant, son amoureux. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Elle est elle aime séduire, elle aime plaire. Oui, mais je pense que ça lui échappe en fait. C'est mon hypothèse. Hein. Je pense que c'est pas que un truc. Je pense que ça la rassure peut-être. Pas seulement. Oui, certainement. Je suis pas dans sa tête. Non. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais je me pose la question de savoir s'il n'y a pas aussi une blessure derrière. Mais après, je peux avoir tendance à me mettre dans la tête des gens, donc je préfère pas aller plus loin. Mais elle m'a dit des choses sur son histoire qui m'ont amené à des hypothèses qui peut-être sont pas les bonnes. Mais toujours est-il que dans l'intimité, quand on était seulement tous les deux, je ressentais un grand respect de sa part en fait de mon indépendance entre guillemets quoi. Et j'ai trouvé un certain confort. Et finalement, j'ai pris la décision bon, je devais partir géographiquement, j'ai une obligation qui fait que j'ai dû en septembre partir de la ville dans laquelle on était tous les deux. Mais à cette occasion de départ, je lui ai expliqué que je souhaitais pas, que même si j'étais bien avec elle dans l'intimité, que je souhaitais pas en faire une relation en fait. Et il se trouve que depuis le temps est passé, j'ai respecté le silence parce que je pense que la chose à faire, c'est déjà que je précise que je lui avais déjà fait subir des allers-retours entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai essayé de me discipliner, entre guillemets, de vouloir m'engager entre guillemets encore une fois, mais j'ai pas réussi en fait. Donc ce qui fait que maladroitement, ça a donné des allers-retours pour elle qui ont été pénibles. Et du coup,
j'ai pris la décision à un moment donné de trancher, de partir et de pas la recontacter. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai des moments où vraiment c'est difficile, où je pense à elle et je me dis que Oui, que peut-être c'était pas une bonne chose à faire, quoi. mais en fait, vous êtes attaché à cette jeune femme. Oui. Plus que vous ne l'imaginiez au départ. Vous avez essayé de mettre des barrières et parce que, bon, pour vous, des raisons qui étaient les vôtres, enfin peut-être sortant d'une histoire, vous ne vouliez pas vous engager et puis vous avez été rattrapé par vos sentiments. Oui, c'est ça. Oui, en fait, je sortais d'une histoire déjà compliquée, qui a duré 5 ans. Oui, pardon. Donc avec une jeune femme qui était comment dire, à distance, c'est-à-dire dans une autre ville, assez loin d'ailleurs. Et du coup, c'était des allers-retours incessants. Et puis, j'ai pas réussi à lui faire une place aussi, je pense. Oui, enfin, vous aviez besoin de digérer un peu. Le mot est pas joli, mais enfin cette histoire, et vous ne vouliez pas vous investir tout de suite dans une relation. Oui, alors peut-être que c'est ça. Il y a de ça, c'est certain. Mais je vous appelle tout en sachant que j'attends pas d'être clair après vous avoir appelé, mais je sais pas. Voilà, c'est assez confus, quoi. Ça m'apparaît comme une nébuleuse, en fait. Et j'oscille entre un sentiment d'attachement pour cette jeune femme que j'ai quittée en septembre, et j'oscille entre ce sentiment-là, le sentiment de me dire qu'il y avait trop de choses qui allaient pas. Vous avez des contacts avec elle, ou depuis septembre plus, depuis que vous avez changé de région? Disons que c'est un peu particulier, mais je l'ai recontactée très... Bon, il y a eu les attentats. Mais à cette occasion-là, étant donné qu'elle était à Paris et que moi je ne suis plus à Paris, je l'ai appelée. Enfin, je l'ai appelée, j'ai envoyé un message pour savoir si tout allait bien. Enfin voilà. Et après, vous avez pensé à elle. Oui. Et après, je l'ai contactée aussi pour une question technique, mais je ne vais pas développer ici. C'est pas. Et à cette occasion, elle vous a parlé, disons que elle est un peu sur la défensive. Si vous dites qu'il y a eu des allers-retours, peut-être qu'elle, de son côté, ça a été un peu difficile pour elle, ou. Oui, complètement. Et puis je pense qu'elle fait bien, en fait, c'est ça, surtout. Elle se protège. Oui, je pense qu'elle fait bien, parce que moi-même, y compris de vos doutes, quoi, au fond. Oui, voilà. Ouais. Mais elle vous manque aujourd'hui, vous pensez à elle, puisque vous m'en parlez, vous pensez beaucoup à elle. Oui. Même si je sais que c'est aussi très compliqué, il y a vraiment des choses qui pour moi étaient difficiles à accepter. Oui, déjà oui, pardon. Oui, enfin voilà, mais il reste cet attachement qui est très lié à des situations précises dans mon souvenir d'intimité, de elle et moi. Là, il y avait quelque chose. Quand vous étiez tous les deux, vous vous sentiez très bien avec elle. C'est ce qui compte. C'est pas si fréquent d'avoir ce, comme vous dites, ce lien qui est indéfinissable. Mais en tout cas, vous vous sentiez bien avec elle. Oui. C'est en public, dès qu'il y avait des personnes autour de vous, il y avait ce besoin chez elle de plaire qui était. Oui, pour être très clair, c'est ça. Mais de façon assez. C'est quelqu'un qui est ostentatoire, qui est très avenant, et elle est très jolie, vraiment. C'est assez subjectif. Hein. Non, mais de fait, oui, elle peut être effectivement très jolie. Et du coup, elle avait une tendance à allumer, carrément, je dis le terme, mais je le dis pas de façon péjorative. Non, j'entends bien. Je pense que c'était pas seulement un truc. Oui, vous sentez qu'il y a autre chose derrière. C'est pas juste une allumeuse, entre guillemets. Il y a un besoin presque un peu de se rassurer, de plaire. Elle a quel âge, cette jeune femme? Elle approche la trentaine. D'accord. Et pourquoi vous parlez d'une possible blessure? Elle vous a fait des confidences? Ou c'est vous qui... Oui, elle vous a fait des confidences. Spontanément de sa part. Qui pourrait expliquer ce comportement, un peu ce besoin comme ça de plaire vraiment. Oui, c'est mon hypothèse. Mais après, c'est vrai que elle vient d'un environnement qui est particulier culturellement, etc., qui fait que la place des femmes est aussi peut-être
plus difficile. Et mais enfin, je me méfie de mes propres hypothèses. Je m'en méfie. Je sais pas. Je sais pas comment lire ça. Vous méfiez beaucoup de vous parce que finalement vous essayez. On sent que vous êtes vous-même quelqu'un de très sensible. On vous sent là-dedans quand vous me parlez d'elle et que vous vous protégez beaucoup et à raison certainement. Disons que, pour être très clair, c'est la libre antenne, donc il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et ma démarche de vous appeler, c'est pas du tout lié à ça. Enfin, je pense pas en tout cas. C'est comme je vous l'ai dit, c'est surtout parce que vos éclairages m'ont parlé à chaque fois que j'ai pu écouter, mais du coup c'est pour ça peut-être que vous sentez une réserve, c'est parce que j'ai pas envie de tout dire. Voilà. Non, je parle pas d'une réserve et je vais pas vous forcer à dire ce que vous n'avez pas envie de dire. C'est pas du tout ma façon de faire. Et non, j'écoute, je sens qu'il y a quelque chose quand même qui vous déborde, qui vous dépasse au fond dans cette rencontre. Oui, mais peut-être que dans les fragilités que vous percevez chez cette jeune femme, il y a quelque chose qui vous angoisse un peu aussi. Oui, c'est sûr. Je lui ai dit, on en a parlé. Et oui, c'est certain. C'est certain, mais je me dis que qui n'a pas de fragilité et puis et s'il faut s'engager, j'aime pas ce mot-là, mais s'il faut se rapprocher de quelqu'un, je veux dire. Est-ce que vous lui avez dit d'ailleurs, est-ce que vous avez pu lui dire que par rapport à toutes ces barrières que vous aviez érigées au début de votre rencontre, là où vous ne vouliez pas au fond d'une relation, que vous avez entre-temps été pris dans l'histoire, enfin vous êtes tombé amoureux d'elle, on va dire les choses comme elles sont. Oui, j'ai du mal à mettre des mots, mais quand ça même, ressemble à ça. Oui, vous semblez quand même amoureux là. Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit dès le début. En fait, j'étais dans une période où je sortais comme je vous ai dit, d'une histoire déjà compliquée. Et j'étais dans une période où je faisais un petit peu n'importe quoi, mais c'était nécessaire. Enfin, et du coup, on se connaissait déjà. On s'était rencontrés quelques années auparavant dans un contexte professionnel universitaire, disons. Oui. Et moi j'étais déjà avec donc une autre jeune femme à cette époque-là. et je l'avais appelée pendant que j'étais avec cette autre jeune femme. J'avais pris contact avec elle parce que elle m'avait un petit peu tapé dans l'œil. Et mais j'ai reculé, c'est-à-dire que on devait se voir et j'ai reculé parce que j'étais avec quelqu'un d'autre et que enfin voilà, ça a été compliqué. Et du coup, quelques années plus tard, donc 2 ans plus tard, je l'ai recontacté, on devait se voir. Là, j'étais très clair, je lui ai dit que je souhaitais pas m'engager dans une relation et du coup enfin voilà comment j'ai présenté les choses. Oui, donc de son côté, il y a des choses qui vous perturbent un peu, qui vous insécurisent, mais vous, pour elle également, enfin, c'est pas simple, hein, vous lui en avez fait voir un peu, enfin, ça, c'est compliqué, vous le dites vous-même, ces allers-retours. Il y a un moment où elle vous avait tapé dans l'œil, je reprends votre expression, mais vous étiez en couple, vous revenez 2 ans plus tard vers elle, cette fois-ci, en étant disponible, mais en disant pas d'engagement. Donc elle doit aussi, elle, beaucoup se protéger, parce que à la fois elle est là quand vous êtes revenu, mais si elle a des sentiments pour vous, ce qu'on peut penser, ça a dû être un peu difficile. Et peut-être que du coup aussi, ça peut expliquer un peu ses comportements en public où il peut y avoir une forme de provocation, puisque vous-même, à certains moments, vous ne l'avez pas ménagé. Donc il y a peut-être une façon de dire « je plais » et... Oui, j'avais pas fait ce lien j'avais pas fait ce lien, mais ce que je regrettais, si vous voulez, c'est le fait qu'il y a un écart entre effectivement ce comportement qu'elle pouvait avoir quand d'autres personnes étaient dans et son discours quand on parlait tous les deux. C'est-à-dire Qui était? C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Qui était, mais de toute façon, c'est réglé.
j'ai bien compris. Puis ton cas est réglé entre guillemets parce que je reprends cette expression parce que c'est elle qui l'avait employée avec un peu d'humour. Hein. Oui, il y a une forme, bien sûr. Oui, j'entends. De toute façon, tu vas partir et puis voilà. Et qu'est-ce qu'elle pouvait vous dire d'autre ? D'une certaine façon, elle se protégeait. Elle n'allait pas vous jouer l'amoureuse et conduite, qui soupire, elle peut avoir aussi un peu de fierté. En même temps, elle était quand même avec vous. Et c'est pas aussi simple que ça. Il y a les choses que l'on dit, et puis il y a ce qu'on ressent. Et quand vous étiez avec elle, vous vous sentiez très bien. Et ça, vous n'étiez pas tout seul, à mon avis, à vous sentir très bien. Si on est tout seul à se sentir très bien, en général, ça se sent vite, quoi, que c'est pas partagé, que c'est pas réciproque. Ouais. C'est ce qui compte. Alors, si elle vous disait ça, si genre, bon, ne remets pas, c'est bon, j'ai compris, tu ne veux pas t'attacher, c'est difficile à entendre. Ça peut aussi, là, une fois quand elle était avec d'autres, elle avait peut-être beau jeu de vous dire, après tout, tant pis pour toi, et tu vois, je plais à d'autres, et... Oui. C'est pas, vous n'avez pas... Oui, allez-y. Il y a eu un épisode très particulier, en fait. C'est-à-dire que un jour, j'ai voulu lui dire que j'étais prêt à m'engager plus sérieusement. Et ce jour-là, précisément, après lui avoir dit ça, on s'est retrouvé dans une situation avec d'autres personnes autour. Et justement, ce jour-là, elle a eu un comportement très, très aguiché. Enfin, c'était pas que de sa responsabilité. C'est-à-dire que il y avait un homme qui est bon. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Parce que j'ai du mal à ne pas rentrer dans le détail. Je voudrais pas rentrer dans le détail précisément, mais en gros, après lui avoir signifié le fait que je voulais m'engager plus, juste après, on s'est retrouvé dans une situation avec d'autres personnes et j'ai été en fait spectateur d'une conversation entre elle et un homme à propos d'histoires de sexe, etc. C'était presque cru, quoi. Enfin, et je crois pas qu'elle était vraiment consciente, mais moi j'ai attendu, j'ai pas réagi. Nous étions à une terrasse de café, j'étais en face et j'ai attendu, la conversation continuait et en fait j'étais dans une situation assez délicate pour le coup et j'ai le sentiment qu'elle n'en avait pas conscience. Elle n'avait pas conscience forcément de votre présence à ce moment-là et que vous pouviez entendre ce qui se disait. Mais si, parce que j'étais en face d'elle, elle n'avait pas conscience du fait que j'avais vraiment le rôle, j'avais vraiment une place très délicate, quoi. Mais j'ai pas relevé sur le moment. Il peut y avoir une forme de provocation alimentée par l'autre homme, ou finalement, on sait bien que plus on tient des propos comme ça très crus sur la sexualité, ça peut être aussi une façon très défensive, hein, au fond. Oui. Ça revient, on est dans un jeu, mais c'est du jeu et c'est beaucoup de défense. Au fond, quand on en parle avec un homme avec qui elle n'était pas, enfin, c'était... Et de façon aussi crue. Oui, mais enfin, j'étais en face d'elle. Oui, mais vous n'avez pas réagi. Et vous ne lui en avez pas fait part, semble-t-il, après. Si, bien sûr, mais j'ai attendu de... Comment dire ? Oui, mais vous ne pensez pas qu'il y a tout un jeu de provocation, parce que vous lui reprochez maintenant le fait qu'elle soit un peu allumeuse, ou qu'elle provoque, ou le désir d'autres hommes, mais ou qu'elle répond à leurs désirs aussi, à leurs sollicitations. Mais au fond, vous-même, dans votre parcours, vis-à-vis d'elle, vous êtes allé à un moment la trouver, vous aviez flashé sur elle, mais c'était impossible parce que vous étiez avec une autre femme. Vous revenez la voir, là vous êtes dispo, mais c'est pas possible parce que vous voulez pas vous attacher. Vous n'êtes pas simple non plus. Et en tout cas pas rassurant. Donc ce que vous me dites, c'est que elle ne vous rassure pas par le fait qu'elle est très désirable et qu'elle suscite beaucoup le désir des hommes, et ça vous angoisse un peu. Aussi, ça vous plaît, mais bon, il faut être très sûr de soi pour être avec une jeune femme comme ça. Or bon, vous pouvez avoir des doutes, ce qu'on peut comprendre, qui ne doute pas de soi. Vous êtes un jeune homme. Mais elle peut en jouer aussi. Elle peut en jouer d'autant plus que vous, il y avait quand même... vous n'aviez pas un profil entre guillemets très rassurant pour elle. Alors maintenant, par rapport à tous ces regrets, enfin, je vais vite, mais que vous exprimez là, où toute cette histoire non aboutie, est-ce que ça ne serait pas bien, si vous pouvez, de la recontacter, de lui dire ce qu'il en est, de là où vous en êtes aujourd'hui, lui parler de ce que vous ressentez,
peut-être que ça serait aussi important pour... j'allais dire presque plus pour elle, parce que pour vous, parce que vous semblez dire qu'elle joue avec vous à certains moments. Je ne dis pas que vous ne jouiez pas avec elle, mais elle a pu penser ça. En tout cas, ça pouvait être un peu douloureux de son point de vue à elle aussi. Oui, après, vous verrez bien ce que vous pouvez faire. Je comprends que vous n'ayez pas envie de revenir vers elle pour encore une fois tergiverser. Et bon, c'est sûr que si vous revenez vers elle, c'est pas pour lui dire écoute, excuse-moi, mais je peux pas m'engager. Oui, voilà, ça n'aurait pas de sens. Et d'ailleurs, engager, qu'est-ce que vous mettez dans ce mot engagement? Il faut peut-être arrêter avec ce terme d'engagement et de vivre ce que vous avez à vivre avec elle. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends, c'est que les moments où vous êtes tous les deux, vous êtes ensemble dans les moments d'intimité, vous êtes très bien avec elle. Est-ce que c'est pas ce qui compte? Oui. Et arrêtez un peu de vous poser. Je trouve que il y a des choses où vous faites souffrir un peu inutilement en pensant le sens de l'engagement. Vous verrez bien. Vous-même, c'est un peu le propre de l'amour, de aussi je veux dire, nous bousculer dans nos conceptions, dans nos préjugés, nous faire sortir un peu de tous les plans qu'on avait construits et établis. Ça dérange. Enfin, une rencontre réellement, quand on tombe réellement amoureux, ça bouscule, ça dérange. C'est pas confortable. Bon, vous êtes dans cette situation-là. Et vous êtes bousculé, vous êtes tombé amoureux de cette fille alors que vous aviez mis plein de protection, et puis ça n'a pas marché. Mais je trouve que c'est ces rencontres-là qui sont les plus intéressantes. Oui, j'ai conscience de cette espèce de bousculade, comme vous dites. Vous êtes bousculé, oui, mais c'est bien d'être bousculé, au bon sens du terme. C'est aussi comme ça que vous pouvez avancer. Et après, puis, par rapport aussi peut-être à elle, à lui dire dans ce... alors, j'espère, après, le risque, c'est de sortir de cette espèce d'un peu de rapport, de faux semblant, de rapport de force, et j'espère qu'elle va pas vous le faire payer en retour, parce que sinon, on s'en sort plus. Oui. Mais il faut que vous ayez conscience aussi, s'il y a des choses, je dirais pour conclure, qui vous insécurisent chez elle, que vous non plus, vous n'avez pas été très rassurant pour elle. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est sûr. Et je ne dis pas que vous l'avez fait volontairement et vous ne pouviez pas à ce moment-là faire autrement, mais il n'empêche que c'est aussi comme ça et qu'après tout, elle réagit à sa façon. Elle peut aussi avoir une façon de fierté, de dire bon. Oui, je pense que c'est assez juste. Oui. Mais ne passez pas à côté. Je trouve que ça serait dommage puisque là vous êtes bloqué là-dessus, hein. Donc, c'est-à-dire. Vous êtes bloqué sur cette histoire, sur cette rencontre, sur ce qui vous bouleverse, sur ce qui on le sent. Donc ça vaut peut-être le coup de la revoir. Et bon, vous verrez bien. Il y a un risque. Oui, le risque, elles disent, c'est bon si tu reviens pour encore faire la énième fois que t'es pas prêt, que t'es pas si, que c'est pas le bon moment, le bon timing. Que c'est vrai que là, non. Mais ça peut vous permettre vous d'avancer. Et d'accepter, de vous ouvrir un peu, de vous livrer aussi. Parce qu'elle a ses fragilités, vous avez les vôtres. Et de ça, vous pouvez faire peut-être quelque chose, qui sait. Je vous remercie. C'est moi. Bonne chance, Julien. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors il y a Margaret qui me dit j'aime tellement cette chanson comme toutes celles de Starmania, puis au même moment je reçois un petit message qui dit moi cette chanson ça me donne le bourdon. Allez, vous n'êtes pas seul, on est ensemble encore, on est là tous les soirs à vos côtés, donc si vous vous sentez un peu seul, vous savez que vous pouvez m'appeler 39 21 et que là vraiment vous allez voir, vous allez vous sentir entouré avec plein de chaleur humaine. Bonsoir James. Oui, bonsoir. Appelez-moi James. Un beau prénom. Oui, alors je me permets de vous appeler parce que j'aurais besoin de quelques conseils en fait. Avec plaisir. En fait, voilà, j'ai rencontré une personne pour les fêtes de fin d'année là. Oui, là, en décembre dernier, pour la soirée du réveillon même. Un petit peu avant. Un peu avant, d'accord. Le 22 décembre. Oui. Non, le 23 décembre, pardon. Le 23 décembre au soir. Et j'ai rencontré cette personne qui est un ami à ma sœur et tout ça. Et suite à ça, on s'était revus.
Après, on s'était mis ensemble et tout ça. Et en fait, mais pendant qu'on était ensemble, tout s'était bien passé. Il venait chez moi et tout ça. Et après, malheureusement, il y a eu des mauvaises langues. Il y a eu des gens qui ont tout fait pour, par jalousie, de vous séparer un mettre peu la zizanie entre moi et mon compagnon, et depuis. Oui, ça a vraiment mis la zizanie entre vous. Ah oui, ça a vraiment mis la zizanie entre nous, et en fait, mon compagnon, il pensait au début que c'était moi qui connaissais ces gens-là et qui voulait lui cacher quelque chose. Oui, il a cru ses médisances, quoi. Il a pris mon téléphone, il a regardé mon répertoire, et en fait, il pensait que je connaissais ces gens-là, alors que pas du tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai eu un message une fois d'une personne que je connaissais même pas en plus, d'un Ludovic, et à ce moment-là, il me croyait pas. C'est-à-dire que les autres il y a des personnes qui ont laissé entendre que vous lui étiez infidèle, alors, si je comprends bien. En fait, il y a des personnes qui ont raconté tout et n'importe quoi. Et en fait... mais dans ce tout et n'importe quoi qui l'ont amené à douter, quoi, de vous et de votre relation. Il doutait un peu, oui. Et en fait, le truc, c'est que c'est allé tellement loin, mais c'est vraiment allé loin, que je suis allé à la gendarmerie et tout ça. J'ai même appelé mon opérateur mobile, et c'est de là qu'ils m'ont dit qu'il existait des applications, vous savez, les SMS anonymes. Oui. Et j'ai ma sœur qui a fait le test pour voir si c'est vrai ou pas. Donc elle a téléchargé l'application, elle a fait le test, si en effet c'est vrai. En fait, quand vous téléchargez l'application, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Je sais pas moi, si vous voulez vous faire passer pour un Bruno ou pour François ou quoi que ce soit, vous le mettez. Vous mettez le numéro de la personne que vous voulez envoyer, et vous mettez un message, je sais pas moi, du style si jamais tu fais pas ceci, moi je vais faire ceci cela contre toi. Avec son portable, on peut envoyer des messages anonymes. Il n'y a pas de numéro qui s'affiche en fait. Ah oui, d'accord. Et à cause de ça, mon ancien compagnon, il pensait que moi je connaissais la personne, alors que pas du tout. Mais dites-moi, mais ça allait très loin cette histoire. Ah oui, c'est allé très loin. C'est vraiment une cabale contre vous. Mais ça veut dire que quand vous êtes allé à la gendarmerie, pour dire quoi? Pour dire que vous étiez harcelé de messages anonymes? Oui, parce que ça n'arrêtait pas. Mais alors, vous pensez, c'est quoi? C'est un ex de votre petit ami qui se vengeait ou quoi? Vous avez eu le fin mot de l'histoire? En fait, ça m'est déjà arrivé auparavant. Ces histoires-là, ça m'est déjà arrivé auparavant. Et en fait, c'est... mais moi, je vois ça comme ça. Oui. Je pense que c'est des gens qui sont très néfastes, qui sont très jaloux, et qui veulent... on va dire, mais très vulgairement, qui veulent... Oui, dites-moi. Allez-y, oui. Bon, j'aime pas trop dire ce mot-là, parce que c'est un peu vulgaire. Si c'est vulgaire, non, je sais pas. Qui veulent foutre la merde, quoi. D'accord. Oui. Et donc, ça va encore. On lui a montré les preuves avec ma sœur que ce n'était pas... que moi, je connaissais pas cette personne-là, que voilà. Et donc, du coup, dans la nuit du 13 au 14 février... il est venu me voir. Oui. Il est venu chez ma mère. Il y avait ma sœur et tout ça. Et puis le soir, on était que nous trois avec ma sœur et lui. On regardait un film et puis de là, il s'est retourné vers nous et puis il s'est excusé. Il s'est excusé d'avoir douté de moi. Il s'était excusé auprès de ma sœur de pas nous avoir cru. Donc du coup, il s'était remis avec moi. Et le lendemain matin, je sais pas pourquoi il doutait. Ça allait pas dans sa tête. Donc du coup, il se mettait à douter. Il me disait, je pense que je sais pas pourquoi, je pense que je suis allé trop vite hier et tout ça. Et après, suite à ça, il s'est confié à moi. Oui. Enfin bon, je vais pas sans rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qu'il vous a confié peut-être? Il s'est confié à moi et puis
En fait, il a eu beaucoup de douleurs dans ce qu'il a vécu avant, dans son passé, etc. Et il avait même eu une relation avec un garçon qui s'était très 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 mal fini. Ça s'était très mal passé, ça s'est d'ailleurs très mal fini. Il avait même redonné une chance au garçon avec qui il était avant. Hein. Oui. Et après, il a découvert que ce garçon-là lui mentait. Et en fait, à cause des ragots qu'il y a eu par rapport à moi, il a peur que ça recommence et tout ça. Et moi, j'ai beau lui dire que je l'aime, que je suis là pour lui, qu'il faut pas qu'il s'inquiète comme ça, parce que moi, je ne suis pas comme les autres. Je compte même en plus déménager, pour des raisons professionnelles et tout ça, mais c'est aussi pour lui. Vous sentez très attaché aussi auprès de lui, parce qu'il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être épaulé et tout ça. Ça je l'ai bien compris, mais le problème c'est que maintenant il est tout le temps négatif avec lui-même et il n'arrête pas de me dire qu'il faut d'abord que moi je pense à moi, que moi je vaux mieux que ça, oui, il doute de lui au fond, il est pas bien. Lui, même avec ma sœur, on lui a dit t'as besoin d'aide, tu peux pas rester comme ça, d'être tout le temps négatif avec toi-même et tout ça. Il va même prévoir d'aller voir une psychologue pour avoir une thérapie et tout ça, ce que je trouve bien, hein, pour qu'il soit mieux. Mais le truc, c'est que moi, je souffre au fond de moi parce que j'ai envie de le retrouver. Je veux être avec lui oui, mais là, pour le moment, c'est un peu compliqué de le retrouver. Vous pouvez lui dire que vous tenez à lui, que vous avez envie d'essayer de construire une relation avec lui. Maintenant, le problème, c'est plus tant vous, c'est lui, au fond, qui se rend compte qu'il est assez fragile en ce moment, que toutes ces histoires l'ont insécurisé, mais ça le renvoie à son passé. Vous voyez, ça le renvoie, c'est indépendant de vous même. C'est lui qui actuellement se rend compte qu'il est assez angoissé. C'est bien d'ailleurs qu'il aille en parler. Et donc ça risque d'être un peu difficile pour vous, parce que ça va pas passer du jour au lendemain, ça. Ah oui, mais parce qu'il m'a dit que ça pouvait prendre très longtemps, comme 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire, ce qui est compliqué, c'est que vous en êtes au début de votre relation. Donc, vous ne savez pas bien encore qui il est, il ne sait pas bien qui vous êtes. Le problème, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont cherché à vous nuire et ça a fragilisé le lien. Oui, mais quand on ne connaît pas l'autre, malheureusement, on peut avoir tendance à... Voilà, il ne vous connaissait pas suffisamment, il a cru ses ragots, et puis vous ne le connaissez pas bien, ce garçon. Je le connais un peu parce que si vous C'était l'ami de votre sœur, oui, c'est vrai. Il s'est dévoilé sur sa vie. Oui, mais... Et moi, je me suis dévoilé sur la mienne. Oui, certes. Sur mon passé et tout ça, depuis que je suis né. Donc moi, de moi, il sait tout. Non, j'espère qu'il sait pas tout, parce que je sais, je sais ce qu'il a vécu avant. C'est comme je dis, je l'ai beaucoup rassuré. J'essaie de faire de mon mieux, mais pour qu'il aille bien, quoi. Pour pas qu'il soit toujours néfaste avec lui-même. Et en fait, je me rends compte aussi que, je me suis rendu compte il y a un moment, hein, que c'est vraiment une personne qui me touche et qui... Oui, vous le trouvez attachant dans ses fragilités. Oui, et aussi. Franchement, je l'aime comme jamais j'ai oui, aimé, mais attention à vos emportements à vous aussi, Jen, parce que là, maintenant, vous avez l'impression, c'est comme si plus il y avait eu d'obstacles, plus ça a décuplé votre attachement pour ce garçon. Vous parlez de déménager pour lui. Je comprends que ça lui fasse peur, et pour le coup, il est, je trouve là, assez lucide, à un moment où lui-même est dans un doute terrible. Et peut-être pas seulement par rapport à ce que vous avez vécu, ça n'a pas dû aider de ces ragots, mais aussi par rapport à lui-même, où ça l'amène à prendre conscience, et c'est bien qu'il soit lucide de ça, de sa fragilité. Donc si au moment où il se sent très fragile et où il sait pas très bien où il en est lui, vous voulez tout prendre en main en disant mais voilà, je vais venir m'installer, on va vivre ensemble, ça peut le faire en sorte qu'il se replie encore un peu plus et que ça lui fasse peur. Parce que
c'est compréhensible. Vous voulez prendre les choses en main parce que lui, c'est plus du tout où il en est. Mais je pense que c'est pas ce qui peut aider les choses. Il vaut mieux prendre acte de ça, du fait qu'il doute, qu'il n'est pas bien, et en lui disant que vous êtes prêt à donner un peu de temps. Vous verrez bien, et que l'important c'est qu'il aille mieux, que vous pouvez continuer à vous voir s'il en est d'accord, que vous aimeriez, vous montrez sincère comme vous l'êtes, sûr, hein, mais pas aller trop vite, ça, parce que sinon vous n'êtes vraiment pas au diapason. C'est-à-dire lui, comme quand on doute, on a tendance à se replier, un peu à ne plus savoir, il peut pas faire de projet, et vous du coup pour compenser, vous faites 1 milliard de projets pour lui. D'accord. Je pense que vous pouvez le rassurer sur vos intentions, sur le fait de dire que plus vous le découvrez, y compris dans ce qu'il vous a confié, et plus vous vous attachez à lui, maintenant que vous aimeriez pouvoir construire une relation avec lui, et que peut-être est-ce qu'il serait d'accord pour vous donner du temps. Et ne pas tout prendre en charge, le laisser qu'il ait aussi, lui laisser une petite marge de manœuvre aussi. D'accord. Donc en fait, il faut que je... Ouais. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, je lui ai dit aussi que ma plus grande peur, c'était... parce que ça, je dois dire que j'en ai vraiment peur. Oui. C'est quoi ? Je sais qu'il va faire sa thérapie. Hein. Ça, au contraire, moi, je l'encourage à le faire. Hein. Mais ce que j'ai peur, c'est que, et je lui ai même dit, c'est que j'ai peur que même par la suite, que quand il ira mieux, hein, que j'ai quand même peur qu'il revienne pas. En fait. Oui, c'est vrai. Non, mais ça peut être une possibilité. C'est-à-dire que bien sûr qu'il peut prendre une autre décision. Mais vous voyez, si vous commencez, lui déjà, il est dans quelque chose de beaucoup plus personnel, qu'il ramène à son histoire, où il se rend compte qu'il a besoin de se poser, de faire un travail sur lui. Si vous-même dans la balance vous mettez vos peurs, c'est vrai que ça peut pas aller. Il y a ce risque-là, mais le risque il est valable pour toute relation, après tout. Parce qu'en plus, si vous voulez, il m'a aussi dit que il a encore des sentiments pour moi et que, mais pour l'instant, il ne pouvait pas me donner ce que j'attendais, et en même temps, il m'a dit que d'abord il faut qu'il se reconstruise et tout ça, et que oui. Moi il faut que j'avance de mon côté pour. Oui. Il est lucide, ce garçon. C'est vrai que c'est pas au moment où on est le plus en questionnement sur soi, le plus en doute, le plus mal finalement, où on se rend compte que il a quel âge ? Il est jeune, hein, il est comme vous. Il a quel âge ? En fait, moi j'ai 27 ans et lui il en a 29. Il va avoir 30 ans là cette année. Oui, il est jeune. C'est pas. Qu'est-ce qu'il peut ? Il faut déjà qu'il s'occupe de lui. Donc il est lucide et honnête en vous disant qu'il a du mal à se projeter dans une relation à deux, dans une histoire d'amour, dans des projets dans l'avenir avec vous, puisqu'il n'arrive pas déjà, il sait pas lui du tout où il en est. Il faut déjà qu'il s'occupe de lui. Si vous voulez, il m'a aussi dit que si jamais il n'y aurait pas eu toutes ces mauvaises langues qui seraient arrivées et tous ces ragots, on serait encore ensemble en fait. Oui, c'est ce qui fait que vous avez envie de balayer ça d'un revers de main en disant, en le rassurant, en lui témoignant votre amour. Mais oui, parce qu'en fait, vous savez, je lui ai montré les preuves que c'était pas vrai, hein, que les mauvaises langues, avec les ragots et tout ça, que c'était pas vrai. Je lui ai montré, il s'en est même excusé auprès de ma soeur et tout ça, de pas m'avoir cru et d'avoir douté de moi. Et bon, ça n'a pas aidé, mais lui, où à un moment, vous me dites qu'il a une histoire personnelle, familiale, compliquée, ça aurait pu à un moment arriver sur le devant de la scène dans votre histoire. Ça aurait pu à un moment un peu entraver votre relation. Donc, il se trouve que ça a précipité les choses. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Vous pouvez pas revenir là-dessus. Non. Maintenant, c'est vrai qu'il doute, il est en plein questionnement. C'est pas parce que vous allez en faire des tonnes, des caisses en me disant que vous l'aimez, que ça va forcément lui permettre d'avancer. Il a d'abord besoin d'avancer pour lui. Et ce qu'il vous dit, je trouve, est assez juste, assez fondé, même si vous avez un peu de mal à l'entendre.
ce que je comprends bien. Mais il va lui s'occuper de lui, essayer d'aller un peu mieux, de se retrouver un peu, et vous verrez bien où vous en êtes. Est-ce que ça ne vous empêche pas, vous, de vivre votre vie? Vous pouvez lui dire, d'ailleurs. Vous pouvez continuer à vous voir, mais pas en exigeant trop de lui, en tout cas même en lui demandant comme si vous étiez encore ensemble dans une relation. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Il faut l'entendre aussi. D'accord. Ce qui ne veut pas dire, vous pouvez, si vous êtes prêt, vous, un peu parce que ce garçon compte pour vous, à attendre un peu, vous allez voir. Peut-être que le travail qu'il va faire va lui permettre de clarifier un peu les choses, déjà de se rassurer dans un premier temps. Il va parler de toute cette histoire qu'il a bouleversée. Peut-être qu'il fera un peu plus la part des choses et qu'il acceptera, tout en continuant sa thérapie, d'avoir une relation avec vous. C'est pas incompatible, hein. C'est pas parce qu'on entre en thérapie qu'on n'a plus aucune relation. D'accord, oui. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas en attendre trop et en tout cas faire des projets pour lui, comme pour compenser, lui, le fait qu'il n'arrive pas à en faire en ce moment. Ça peut avoir, je le crains, l'effet inverse, de le bloquer et de dire « Oh là là, tout ça va trop vite. Moi, je me sens pas à même actuellement d'être dans une relation. » Et donc, au contraire, vous dire « Non, je peux pas, j'y arrive pas, laisse-moi. » D'accord, donc en fait, il faut juste que je lui laisse le temps de bien se remettre. Le laisser le temps, oui. Le laisser le temps. Vous voyez, je reçois un message signé La Petite Abeille qui dit sa priorité n'est pas la rencontre, la relation amoureuse pour le moment. Et se précipiter, ça serait prendre le risque de tout gâcher. Donc attendez-le ou pas. Et vous verrez, vous pouvez vous dire ça pour le moment. Ah bah moi, moi de toute façon, je suis prêt à l'attendre autant. Bon, alors autant, mais... voilà, vous verrez, parce que comme vous dites, ça peut être l'affaire de quelques semaines, de quelques mois, de plus, et vous verrez, entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses dans votre vie. Pour le moment, vous pouvez lui dire, écoute, moi, cette rencontre, elle est importante pour moi, tu comptes pour moi, je suis prêt à prendre le temps qu'il faudra. Voilà. Je lui ai ouvert mon et puis cœur, vous verrez. Il le sait de toute façon. Donc, Et puis vous verrez, et j'espère que pour vous, voilà, ça, vous avez raison d'attendre. Et puis sinon, vous pouvez difficilement faire plus actuellement, d'accord? Il faut lui laisser une marge de manœuvre aussi à ce garçon, d'accord? Franchement, je peux vous le dire, c'est vraiment une personne bien quand même. Oui, mais j'en doute pas, et en tout cas très conscient de ses difficultés, ce qui est plutôt constructif pour la suite de l'histoire d'ailleurs. Donc je vous souhaite bonne chance, James. J'espère que ça ira dans votre sens. Merci de votre appel. Je vous remercie à vous. Au revoir, James. Au revoir. Au revoir. Texas Start Family. Merci à Brigitte j'ai cité cette phrase. Il est vrai que nous ne pouvons vivre qu'une seule partie de ce qui est en nous. Qu'advient-il du reste? C'est extrait de Train de nuit pour Lisbonne de Pascal Mercier. Je vous embrasse. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h du matin sur Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini.